Avec un peu, on serait cru dans un film Nicolas Cage. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelque temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain chaud. Ça va aller. T'as ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour à tous et bienvenue dans À Chaud, le podcast cinéma. On sort tout juste de la salle de cinéma. On vient de voir Northman. Bonjour à toi, Lionel. Bonjour JB. Comment vas-tu ce soir ? Ça va bien, ça va bien. Après une séance encore cette fois-ci au cinéma, je vais bien, je suis content. Épique et vivant encore. Épique, légendaire et visuellement très beau. Donc, que demander de plus ? Et bonjour à toi, Jérémy. Hello JB. Comment vas-tu bien ce soir ? Ça va, petite forme à la base, mais après plus de 2 heures de testostérone, ça va déjà beaucoup mieux. Et de magie. Et de magie. Mais justement, qu'est-ce que c'est Northman, Jérémy ? Alors, Northman, c'est un film réalisé par Robert Eggers qui parle du folklore un petit peu viking. C'est vraiment l'idée, c'est un personnage principal qui est un prince d'un village. On est sur la côte nord-atlantique, a priori pas loin de la Norvège. Putain, c'est super précis. Je dirais en Suède, parce que a priori, voilà, on n'est pas tout à fait en Norvège. Dans ce village dont le roi, interprété par Ethan Hawke, ça fait toujours plaisir de le voir, qui joue le roi Arvendil. Il est stuff en plus. Il va falloir excuser effectivement pour les noms parce qu'il y en a qui sont. Nous ne sommes pas vikings. Mais je ne vais pas faire avec l'accent, c'est Arvendil. Voilà. Et qui rentre dans son village après des pillages, quand même, faire les Vikings, évidemment, à cette époque. On est d'ailleurs en 800 et quelques après Jésus-Christ. Donc c'est la période des pillages, Vikings, ouais. Voilà, notamment la conquête de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne par les Vikings. De la Normandie. Qui n'est pas le thème de ce film, mais voilà. On est au 9e siècle, je dirais. Et donc il rentre dans son village après toute une saison de pillage et il est accueilli par sa femme, la reine Gudrun. Qui est interprétée par Nicole Kidman et son fils, la reine Durum. La reine, voilà, et son fils qui est un tout jeune garçon d'une dizaine d'années, interprété par Oscar Novak. Alors, ah oui, tu connais En fait, ce gamin m'a fait flasher parce que vous n'avez pas eu l'impression de voir Oscar Novak, tout à fait. Oui. Vous n'avez pas eu l'impression d'avoir vu Mila Jovovich? Non. C'est son fils? Non, pas du tout. Ah, ok. Putain, c'est genre non, sortir le gros truc de malade. Non, mais il m'a fait carrément penser à elle quand je l'ai vu. Il a, oui, alors c'est l'âge où on a encore un peu marqué un peu des signes féminins comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a, il a une sacrée tête. Et il joue donc le jeune prince Hamlet, donc pas Hamlet, Hamlet. Pas Shakespeare, mais Hamlet. Avec le H à la fin. Voilà. Ouais. Et donc il reçoit il accueille son père qui est tout vainqueur et ce roi a aussi un frère bâtard qui lui est interprété par Claes Bang et qui est le frère Fjornir. Fjornir. Mais vous l'avez déjà vu dans quoi ? Parce qu'il me dit quelque chose et en même temps il me dit rien. Il a fait des films qu'on n'a pas vus, je pense. Non, ça me dit pas grand-chose. Okay. Mais il a une tête un peu à la Clive Owen ou un mélange un peu avec de Colin Farrell aussi. Ah pardon, tout à fait. Vas-y, continue ton. Mais donc ton voilà, résumé. il revient et voilà, évidemment, c'est la trahison. Le frère bâtard renverse le roi Arvendil qui l'assassine après très très peu de temps et le jeune Hamlet s'enfuit. À la vue de sa mère qui est capturée par le frère bâtard après qu'il ait tué son propre père. Et en s'enfuyant de son village natal, il jure de venger son père en tuant Fjornir et en sauvant sa mère. Et toute l'histoire sera cette histoire de reconquête et de vengeance par le jeune Hamlet. Juste pour prévenir, ce n'est pas un spoiler, c'est dit dans les bandes annonces. C'est le tout début du film, donc ne soyez pas. Le film comme ça que ça commence. Dure 2h19. 2h17. 17, ah bah, j'étais pas loin. Donc voilà, il y a beaucoup de choses et ça se passe assez rapidement cette partie-là. Mais moi, je pense qu'il y a un thème central, tu vois, comme un peu en lien avec Batman, c'est le mot
Vengeance. Vengeance. Bah, on peut le dire. Hein. On peut I le will venge my father. I Qui est will toujours save crié, hein, my c'est- mother. Donc, Ah ouais, à chaque fois ok. qu'on va devoir dire le mot vengeance, je suis désolé, amis auditeurs, il faudra baisser un petit peu le podcast. Mais on fera un léger blanc parce que je sens que là, moi, déjà, j'ai vu qu'il n'y avait aucune participation de mes confrères. Je vois que donc il y aura des petits blancs, je me prendrai des petites vestes à chaque fois. Je pourrais faire des petits cris d'animaux Des si petits tu veux, d'un aou, moment, aou, des petits, aou, non, là, aou. c'est plus des aou. Ah oui, c'est vrai qu'il faut C'est très plus bien le un chien. loup, là, Bref. Pour déroger à la règle, je propose que JB nous donne son avis à chaud en premier. En first, mon premier avis à chaud. Oh bah écoute, c'est super gentil, c'est très urbain de ta part de faire ça. Vraiment. C'est une première. franchement, merci. Il a, Vraiment, il a je pris note. la main. Je note. Il Eh ne la bien, lâche plus. je suis conquis, mais en même temps, je suis aussi endormi. Il est tard. Le film, oui, au-delà de cette considération d'horaire, mais Pertinente. il y a quelque chose de... j'ai kiffé tout le long, du début à la fin. Je me suis pris une claque visuellement, musicalement, mais il y a un gros ventre mou où je trouve que scénaristiquement, ça ne tient pas ses promesses. Et j'avais pour moi 2 films en tête qui me revenaient, enfin 3 films en tête qui me revenaient. Voilà, Encore The Rock. Non, ce n'est pas Michael Bay. C'est le grand, pour moi, le grand Mac Tiernan, avec le 13e guerrier et Conan. Voilà, qu'on est obligé de citer parce qu'il y a des moments où je me suis dit, putain, il va faire une Conan. Enfin, il nous fait plusieurs fois une Conan. Mais je me suis dit, pour un passage en particulier, je me dis, on viendra en spoiler, qu'il allait faire une Conan. Il ne l'a pas faite, heureusement. On était à 2 doigts. Il y a un plan qui fait que ça ne marche pas. Mais j'ai aussi un autre problème, un dernier problème qui pour moi est de taille, c'est le casting de Peter Skarsgård, le vieux Hamlet. Bah, Skarsgård, Ouais, mais c'est Alexander. Alexander, excusez-moi. Skarsgård, Parce que- qui parlait. Il y a Ah, mais beaucoup ils de sont- Skarsgård. Effectivement, Ah, mais il y a trop de Skarsgård, là, il y a Pas trop. été convaincu par l'acteur principal. Ah, absolument pas. C'est un problème quand même. Ah, dans ces cas-là. sur 2 heures de film, Conquis par le film, mais gros problème avec l'acteur que l'on voit pendant tout le film. j'ai un gros problème parce que je voyais un autre film de Viking. Après, il n'a pas des masses. C'est T'es comme le film dérangé de par les sous-marin. hommes torse nu en fait. c'est pas ça. Oui. Tu ne voyais que Tarzan. En fait. Non, en fait, non, Tu ne voyais que 2 tétons bouger à l'écran. En fait. si seulement. Mais non, en fait, je voyais un autre film de Viking. Comme je disais, il n'a pas des masses. C'est comme les films de sous-marins, ils se comptent sur le doigt d'une main et ils sont quasiment tous bons. C'est le guerrier solitaire, j'allais dire. C'est merde, j'ai un trou de mémoire monstrueux. Merci le Covid. Mads Mikkelsen Ah oui. dans le film de Nicolas Winding Refn. Ah ouais, je vais putain, te dire ça tout de suite. s'il te plaît, sauve-moi, Lionel, Va- sauve-moi. Valhalla, J'ai un trou de mémoire Covid, C'est je C'est te pas, jure. c'est pas Valhalla, justement Ouais, justement. Valhalla Rising. Valhalla Rising. Voilà. En VO et c'est solitaire quelque chose. C'est le guerrier solitaire. Le guerrier solitaire, je crois, effectivement. Bref, Donc, voilà, ça. je suis désolé pour ce trou de mémoire monstrueux que dans. Pour je toi, il y a dois un avoir. film supérieur alors. Bah, Valhalla Rising, pour moi, je trouve que Mads Mikkelsen. En fait, j'ai énormément d'empathie pour Mads Mikkelsen. Et là, j'avais pas d'empathie pour Skarsgård. Et au final, j'étais spectateur de sa vengeance. Et c'est à cause du jeu ou du scénar? Non, c'est sa gueule, en fait. Je suis désolé, c'est vraiment sa gueule. Non, mais vraiment, je dois le dire, c'est sa gueule. Je trouve que, autant au début, quand il a les cheveux longs, je trouve crédible. Mais dès qu'on arrive, on se rapproche un peu sur son visage. Voilà. Inexpressif. C'est son côté tête d'ange? Ouais, et puis en même temps, Ça, je j'ai trouve bien que, tu vois, autant il y a Mads Mikkelsen ou Schwarzenegger, j'apprends, enfin, je plonge dedans, tu vois, avec eux. Mais là, avec Skarsgård, je suis pas rentré avec lui. Donc voilà. Après, je trouve qu'il y a d'autres. Je n'ai pas cité une autre actrice. Il y a plein de caméos qu'on va diffuser. Il y a des acteurs connus, mais qu'on retrouve un peu plus tard. Des Dès le petits début, rôles. on rencontre aussi William Dafoe, qui est apparemment qui est à la fois le sage et le bouffon du roi dans le village, et qui a un petit rôle finalement, mais qui joue très bien. Et on a aussi Anya Taylor-Joy qui l'avait poussé, enfin qui l'avait fait connaître au monde entier grâce à son premier film The Witch, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Oui, j'ai oublié de dire d'ailleurs que le réalisateur Robert Eggers, c'est aussi le réalisateur de Lighthouse, qui est Tu son l'as vu film précédent. Je sais plus. Non, moi je l'ai pas encore vu, non. Ah, Non.
On l'avait vu avec Lionel, on était allé le voir. Avec ton frère au cinéma. Ouais. D'abord, je l'avais vu en décembre, il y a 2 ans, je crois, VHS des États-Unis qui ont été envoyés. Et on l'a été sorti en Belgique, on l'avait vu l'Aventure. Mais bref. Et donc voilà, donc j'ai parlé, j'ai donné mon avis à chaud. Maintenant, qui veut se lancer? Qui veut sortir son glaive? Lionel. Sa grosse épée. J'y vais. Dans Sors ta grosse épée, Lionel. Juste pour rebondir par rapport à ce dont tu parlais sur toi, les références dont tu vois un peu ce film entre donc Conan et Valhalla Rising et 13e Guerrier. Même si 13e Guerrier. Mais c'est plus. Enfin, mes références, c'est plus par rapport à l'histoire, en fait. Je trouve que du coup, de A à Z, je suis emporté par l'histoire. Alors que là, à des moments, je trouvais que l'histoire très classique, parce que voilà, le héros s'appelle Hamlet. Ce n'est pas pour rien, parce que la pièce de Shakespeare, Hamlet, je commence avec un H, est inspiré d'une légende nordique qui s'appelle Hamlet. Donc voilà, donc il y a des gros liens, et donc lui il revient, Eggers, à la conte original. La première en fait, qui date du XIIIe siècle. Oui, tout à fait. Et merci pour cette référence très précise. Et donc du coup, il y a ce côté Hamlet, même si je suis pas un grand fan de textes, de pièces de théâtre, et surtout Shakespeare, je préfère Molière, mais c'est parce que je suis français. Du coup, il y a ce côté classique en fait qui du coup j'attendais un peu plus de folie que j'ai partout, sauf par rapport au scénario. Donc voilà, ça c'est mon avis. Je vous laisse entièrement parler maintenant. Non, justement, je reviens sur ce dont on parlait. C'est marrant parce qu'en interview, Robert Eggers, lui, en fait, situait son film un peu entre Spartacus et justement Conan. C'est un énorme fan, il a vu multiples fois. Conan, on le sent, Conan est très présent. Et il a fait, effectivement, il y a beaucoup, comme il le disait lui-même, il y a beaucoup de petits hommage, mais sans vraiment le vouloir, c'est juste voilà. Il y en a un. Conan, ça commence aussi avec la mort du père. Et non, mais on est vraiment sur. Qui s'enfuit. On est sur l'histoire d'Hamlet, quoi. C'est clair et net. Une position au début de la famille royale, la mort du père et la vengeance par le frère, et la vengeance, c'est vengeance. Non, c'est ce dont on parlait en sortant du film, c'est qu'au niveau de l'histoire. Ça tient sur un bout de papier, quoi, en fait. C'est du classique pur et dur. Jérémy a très bien résumé, c'est exactement ça, quoi. Et pour donner mon avis, oui, on attend ça. Non, c'est le film, enfin, c'est typiquement le genre de film où je me suis pas ennuyé, quoi, en fait. Pendant 2h17, dès le début, j'ai senti t'es pris, en fait, par cette mise en scène de Eggers, qui est quand même très léchée, une mise en place qui est vraiment intense. On est dès le début, moi j'ai été dedans et j'ai pas décroché jusqu'à la fin. Et que ce soit dans l'exposition, dans les scènes d'action, à part peut-être quelques petites réserves qu'on pourra dire après sur les acteurs, sur le jeu d'acteurs. Mais non, franchement, content. Après ce qu'on a pu voir ces dernières semaines entre Moonfall et d'autres chefs-d'œuvre cinématographiques cinéma, c'est un film à voir, en salle. Complètement. Avec un son aussi, le son d'ailleurs aussi. Ouais. Qui tue, quoi. Franchement, la musique, comme tu disais, très bien, mais musique. Avec ses, enfin voilà, on est j'attendais juste un peu des chants gutturaux de black metal. On était dedans. Il y a un peu ces techniques, tu vois, de chant kazakh. Je vais pas le refaire, hein, vous inquiétez pas. Mais et là, il y avait une seule personne qui faisait le bruit. C'est comme les polyphonies corses, tu vois. Les polyphonies bruxelloises. Et mais non, sur la musique, on retient pas musicalement un morceau, mais elle est juste. Non, mais à aucun moment tu fronces les sourcils en te disant mais qu'est-ce que ça vient foutre là. Non, c'est comme moi j'ai été accroché parce que tout colle, quoi. Tout a sa place, tout est consistant, ça tient la route. Non. Eh ben, écoute, je suis content d'avoir cet avis à chaud, très positif. Et je passe la main à Jérémy. Toi, Jérémy. Oui, je me retrouve un peu dans ce que dit JB. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment, mais un peu eu du mal à rentrer dans l'histoire, un peu eu du mal à m'accrocher au personnage. Pour plusieurs raisons. D'abord, tu disais à voir en salle, oui, mais il y a des trucs qui sont un petit peu dommages. Par exemple, pour les cinéphiles qui nous regardent, le film est malheureusement en 16:9 et pas en 2:35.
Du coup, on avait des belles barres noires sur le côté en salle. Et quand c'est tourné comme ça en 16:9, ou en tout cas produit en 16:9, ça veut aussi dire que ça s'adresse un peu plus à un écran télévisuel qu'au cinéma. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je n'ai pas trop compris ce choix. Ça n'a pas du tout ruiné le film, mais bon, un peu dommage à ce niveau-là. Mais surtout que ce qui est bien avec un 2.35, c'est un format justement horizontal, donc on a une horizontalité au niveau de tes plans que le réalisateur va pouvoir mettre en place. Ouais, surtout qu'on met en avant ici des panoramas magnifiques, Incroyable. Et ça aurait vraiment pu fonctionner encore mieux avec le format de 35. Donc voilà. Mais excuse-moi, c'est marrant, je suis sur une fiche technique du film et ils disent que c'est aspect ratio 2.35. Et ben là, en tout cas, dans la diff, ouais, c'est très étrange. nous, on n'a pas eu de 35, hein, c'est sûr et certain. Non, ouais, on avait un. Donc c'est un la projection, 16:9. nous, Ah, merci UGC. qui a changé. Ouais. Donc, Ah bah, je suis curieux d'aller le voir quand il 35. sort pour voir si c'est un autre format. Tiens. Donc Peut-être peut-être regarder là où vous allez le voir, mais voilà. Mais sinon, oui, comme tu disais, l'inspiration shakespearienne, on la retrouve aussi, je trouve, dans la mise en scène et dans les dialogues, où c'est très écrit. Chaque personnage lance ses phrases. C'est pas du tout naturel en fait comme dialogue. il y a un côté théâtral. effectivement. Et dès les premiers instants, les dialogues entre Ethan Hawke, Nicolas Kidman et le jeune Hamlet, c'est de longues phrases et il parle fort comme s'il s'adressait à une audience sur scène. Au début, j'étais vraiment un peu surpris parce que j'avais l'impression d'être presque dans un espèce de Roméo et Juliette avec DiCaprio où c'est très écrit. Alors peut-être pas déclamé. très clamé. C'est pas jusqu'au niveau évidemment de Roméo et Juliette, mais il y avait cet aspect où, contrairement à voilà, moi j'ai vu la série Vikings qui se veut historique, très réaliste, et là aussi dans Vikings, enfin là aussi non, justement à l'inverse dans Vikings, les personnages hésitent, réfléchissent, mangent leurs mots. On est vraiment dans le jeu réaliste où voilà, ici tout est très écrit, très lancé, chacun parle à son tour, et j'ai toujours eu un peu de mal avec ça, même si au bout d'un moment on rentre dedans et c'est pas forcément très dérangeant. À part ça, j'ai pas eu de soucis avec l'acteur principal, mais c'est vrai que dans son script, oui, ses motivations sont claires depuis le début, et c'est très naïf finalement. C'est pas un personnage qui évolue, en tout cas dans les 2 premiers actes, beaucoup. Et au final, pour les 2 tiers, 3/4 du film, très peu de surprises. C'est le parcours classique de la montée en puissance et de suivre un objectif très clair. Et du coup, certes, la production est très très belle. La photographie est plutôt très jolie, à part quelques effets spéciaux pas de très bon goût. Aïe, oui. Ne prenez pas le bateau avec Robert Eggers. Non, Donc, pas le bateau. entre le sound design et la réalisation, c'est-à-dire la photographie, ben, on reste dedans parce qu'on en prend quand même plein les yeux, mais émotionnellement pas très engagé, à part, on le verra plus tard, le 3e acte qui quand même a son lot de surprises qui pour moi relance vraiment le film et a fait qu'au final c'est quand même une assez bonne expérience. C'est que là, il y a une bascule effectivement dans les 2 tiers du film où on se relève un peu de son siège et on fait un peu what the fuck. Oula, d'accord, ok. Ouais. La direction qui est prise, je sais pas si dans le conte ou dans la pièce de théâtre c'est comme ça également. Mon Hamlet était un peu rouillé, mais je sais pas si vous trouvez, parce que moi je trouvais justement que chaque scène, chaque plan est sublime, et que du coup ça manquait tu vois, dans un film normal, il y a toujours une scène qui va sortir dégagée et te dire ah ok d'accord, là je suis dans là ok, je sens la mise en scène, je sens quelque chose de dingue. Là chaque séquence est dingue, et effectivement il y a un turning point à un moment donné pour la fin qui lance le 3e acte, où effectivement ce que je l'avais déjà à chaque fois, chaque séquence, j'avais déjà ce côté waouh de visuel, de mise en scène, à chaque fois, à chaque instant j'ai ce côté waouh. Effectivement, il y a le côté 3e acte, machin, mais vous ne trouvez pas que justement, à des moments, ça desservait d'avoir trop de waouh?
En termes de En termes de, tu vois, d'action, en termes de... non, mais de ressenti, tu vois, parce que tu es tellement épaté par tout ce qui se passe à l'écran, c'est tellement magnifique que à des moments, ça devient un peu trop dégoulinant et que du coup, il n'y a plus de surprise parce que chaque plan est dingue, quoi. Ouais, quand même, ouais. Ouais, la surprise quand même, elle y est. Il y a certains moments dont on parlait à la fin, enfin, avec un certain cheval quand même, t'en prends plein la gueule quand même. Ouais, mais oui, complètement. Parce que le troisième acte, en fait, redistribue les cartes. ok, En fait, d'accord. moi, j'avais cet aspect-là. Je sais pas si je sais pas du tout si c'est le background du réalisateur, mais j'avais une impression de mise en scène de clip, en fait. Comme si c'était un gros groupe avec plein de moyens de métal nordique. Behemoth, par exemple. Behemoth, les clips de Behemoth. Pardon, je te coupe, mais Behemoth fait typiquement ce genre de visuel et très Donc, léché. il y a cet aspect visuel pour visuel. C'est-à-dire, alors, ça sert un peu le scénario parce qu'il y a une histoire que le personnage principal a beaucoup de rêves liés au folklore et aux légendes nordiques, mais parfois tu as un peu l'impression qu'on enchaîne des visions qui sont très très belles par rapport à ce folklore, et tu t'attends à ce qu'il y ait un chanteur métalleux qui commence à lancer une chanson, et ça ne sert pas énormément le parcours émotionnel du personnage, et du coup oui, c'est beau, mais tu n'es pas spécialement transporté par le chemin que parcourt le personnage, quoi. Mais vous trouvez justement qu'il y a un parcours justement émotionnel? Non, enfin on est juste sur la vengeance. Non, mais il n'y a que ça, il n'y a pas c'est un peu trop... Enfin, vous trouvez pas que c'est noir et blanc? C'est ça, Hamlet. Le personnage principal est une grosse brute qui on le dit au début du film, voilà, on le présente comme un guerrier qui, parce qu'il va vivre au début du film, va se désemparer de toute forme d'émotion. Et quand on te dit que ton personnage principal, pour les 3/4 du film, n'a aucune émotion, c'est un peu compliqué de s'y attacher. Et je pense que c'est ça que toi et moi, on a eu un peu de mal. C'est qu'on n'avait pas vraiment... D'abord, on n'avait pas spécialement peur pour lui, même si il se bat plusieurs fois et dans des situations parfois dangereuses. On n'est pas forcément attaché à lui, et du coup, on n'est pas spécialement avec le personnage principal, quoi. On ne route pas pour lui, je sais pas comment on dit. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé, en fait, ça. L'attachement émotionnel, moi j'en ai quand même eu pour l'acteur principal, Alexander Skarsgård. Dès le début ? Ouais, oui, comme je disais, assez rapidement, j'ai été pris par le jeu. Je vois ce que tu veux dire par rapport à l'ennui qu'il peut avoir un petit peu par rapport... Je sais pas si c'est un peu ça que tu as dit. L'ennui par rapport à cet acteur un peu qui transmet rien. Pour moi, ça... Vu le contexte, on est sur une vengeance, un homme qui s'est complètement renfermé, comme tu dis, coupé toute émotion. Bah, du coup, moi, je prends ça tout en sachant, puisque Hamlet, c'est quand même un conte, une pièce de théâtre connue dans le monde entier. Donc, on sait qu'à un moment, ça va... Il y a un moment où on sait que l'émotion va revenir, quoi. Enfin, il y a quelque chose, et c'est ce qui se passe aussi quand même. À un moment, il y a quand même ce fameux décapsulage où là, si pour moi, ça montait encore un peu en step, ça fonctionnait. Mais j'ai le contre-exemple avec Mads Mikkelsen dans Le Guerrier Silencieux, dans Valhalla Rising. Alors, c'est... Guerrier Silencieux, c'est ça en fait le Guerrier titre. des Ténèbres. Guerrier des Ténèbres, ça c'est le titre québécois, ça. Le Guerrier des Ténèbres. À mon avis. Non, dans Valhalla Rising, Mads Mikkelsen, lui, il parle quasiment pas, mais il a une... Désolé, mais putain de gueule, quoi, une présence où tu sens qu'il est... Tu vois 2 secondes de son visage, tu comprends, tu vois toute l'intériorité du personnage, mais bon, Mads Mikkelsen, c'est un putain d'acteur. C'est un level... Et tu crois que ça aurait suffi si ça avait été un acteur de sa trempe à sa place ? Moi, j'ai le contre-exemple de l'autre côté avec Schwarzenegger qui est un acteur quand même différent, tu vois, de Mads Mikkelsen, mais qui arrive quand même, mine de rien, dans sa naïveté d'acteur, parce que c'est un de ses premiers films en plus à Schwarzenegger. En fait, c'est le charisme, c'est ça ton Oui, c'est le problème. charisme en fait. Et là, je trouve qu'il a un gros pif,
Je trouve Qui que ça, Alexander Skarsgård Skarsgård, ouais. Je trouve qu'il a un bon gros pif et ça lui va très très. Alors je vais tout de suite regarder Ouais, on les va voir photos. des images, ok. Ouais, je vais voir des mais je trouve têtes, qu'il- effectivement. Je trouve que, je sais pas, pour moi, il a un gros pif et un tarin, comme on dit chez moi. Attends. Et qu'en fait, avec les cheveux longs, ça passe très bien, mais sa petite coupe au bol d'esclave, je trouve que ça me fait sortir, en fait. Je sais pas pourquoi. Ok. Ok. Mais après, je n'ai pas d'acteur à me dire, tiens, qui j'aurais vu à la place, tu vois. On peut réfléchir, on peut lui lancer des noms, mais... Danny DeVito. Putain, ça aurait été trop bien. Le pingouin. Jared Leto. Jared Leto, immersion dans Leto. le personnage. Il aurait foutu le bordel. Il aurait sur mis le des dents plateau, en ça or. aurait été, le mec, ce serait vraiment. Il aurait vraiment pris des Mais là, drogues. tu parlais du 13e guerrier, qui est un mais Banderas- un de mes films de chevet, qui est pas un grand film. Hein. Quand Non. il y a plein de défauts. La fin quand- est... quand- Ah, attends, je vais retrouver Quand le t'as 12 ans, mess- c'est un film de malade. Je vais retrouver le message de JB qui Il y m'a a une envoyé musique tout à de l'heure. taré d'ailleurs, avec, je crois que c'est James Horner qui a composé. Feu James Horner. Je crois que c'est lui, ouais. Je peux me tromper, mais. Alors notre fact-checker va checker ça d'ici peu. Et mais tu vois, il y a des seconds rôles, les seconds rôles dans le 13e guerrier, tu vois les gueules, même les seconds rôles dans le 13e guerrier, je trouve qu'ils sont dingues, quoi. Jerry Goldsmith. Ah, c'est Goldsmith. Goldsmith, pardon. Même trempe. Et oui, et donc par C'est rapport un au. de ses derniers scores, à mon avis. Par rapport. Ah ouais, ouais. Je crois qu'il est mort en 2002 ou 2004. Il est mort en 2004, ouais. Par rapport au 13e guerrier, il y a. Alors, c'est aussi un scénario très très simple, mais il y a ce personnage d'Antonio Banderas qui n'est pas un viking, qui est un exilé de Bagdad, je crois. De l'Empire perse. L'Empire perse, qui se retrouve avec des vikings et qui apprend la Poète langue à Bagdad. nordique. Et en fait, il est le personnage vecteur pour le spectateur. Notre point d'entrée. Le point d'entrée dans ce monde de brut des vikings, il ressemble beaucoup plus à quelqu'un de civilisé, puisque la civilisation arabe était bien plus C'était avancée les à civilisés. l'époque. Ouais, c'était les plus civilisés, les mathématiciens et tout ça, les plus lettrés, les poètes, etc. Et du coup, c'était parfait parce que on entrait dans ce monde viking à travers les yeux de cette personne qui nous ressemble beaucoup plus. Et effectivement, ici, je cherchais un petit peu ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie D'explorer un petit peu. de voir les choses à travers un personnage. Et lui, vu qu'il est tout à fait renfermé, alors je comprends. Je comprends son parcours et je sais pourquoi il est fermé en termes d'émotions, tout ça, parce qu'il a vécu. Mais du coup, je suis beaucoup plus. Je profite Distancé, de ouais. la beauté du film et tout ça, mais je suis beaucoup plus distancé. Et oui, un peu moins. Voilà, j'ai pas eu ma. J'aime bien, moi, chialer pendant les films. Ça me fait toujours un petit effet. J'aime bien avoir les poils qui s'hérissent et j'ai malheureusement pas eu ça. Je crois Et, qu'il l'a eu sur Moonfall, par contre. Oui, Moonfall, il a eu. Je crois que tu as eu une petite larme sur Moonfall. J'ai eu une lane sur Moonfall. Je ne sais Ouais, plus. c'est maintenant. C'est au moment de la lune creuse. Il a eu une petite larme. Il s'est dit, putain, je vais te on sauver avec nous a la... menti. On nous a menti. Il l'a sauvé avec la Et gravité. voilà. Et du coup, ça c'était un petit peu dommage. Après, c'est un film qui a plein de qualités, qui est magnifique. Et Oui, carrément, oui, c'est ça. Là, on pinaille sur les défauts, mais enfin sur des petits des trucs qui pour nous sortent. Mais la différence avec le 13e guerrier, c'est que tu as aussi t'as un aspect du surnaturel assumé avec un méchant clair, les Wendigo, les mangeurs, les cannibales. les cannibales, ouais. Et tu as ce côté Ils sont d'abord surnaturel. mystiques. On pense Ouais. que c'est des bêtes. Oui, c'est ça. Il y a tout ce côté où ils jouent sur la mise en scène, sur le mysticisme. Alors qu'ici, Sur ce qu'on ne voit pas d'ailleurs, parce que c'est souvent dans le noir. Ils attaquent que la nuit, déguisés. ils ont une espèce de peau avec des grandes Il y a cornes presque, et tout. il y a des codes de l'horreur au début où on les voit pas tout Ça, de c'est le suite. côté Michael Crichton qui a foutu sa patte et qui Ouais. a malheureusement. Et en même temps, qui ajoute une bonne chose, mine de rien. Dans le malheur, dans sa fausse bonne idée de faire des bonnes choses, qui apporte un côté un peu plus série B, il permet d'avoir du recul, alors qu'ici, on est sur quelque chose de premier degré. Ah oui. Ouais. C'est Ah oui, du complètement. début à la fin. Si t'acceptes pas le postulat de départ, alors tu peux claquer un fou rire monstrueux sur tout le film. Ce n'a pas été du tout notre cas, parce qu'on est rentré dedans et je trouvais que Tout justement... le monde d'ailleurs dans la salle. hein. Et tout le monde de la salle
il n'y avait pas un bruit. Non. Ouais. Tout était concentré. On n'était pas énorme non plus dans la très très grande salle de l'UGC. C'est dommage. Mais c'est ce qui est dommage. Mais je pense qu'il y avait une communion. Je sais pas si vous avez ressenti. Ouais, ce- ouais. Si, Et si. ce qui est quand même un exploit parce qu'il y a quand même, comme tu dis, c'est très premier degré, mais il y a quand même des scènes très très poussées dans le folklore. Ça m'a fait penser un petit peu à Midsommar où il y a ces moments Les danses, où ça va très loin dans les moments de trance et autres Ah oui, ça. ouais. du folklore. Et le fait que ça n'est jamais ridicule, que Jamais. enfin, il y a quand même des scènes où tu te dis sur le papier comment tu vas réussir à sûr. faire Ouais, passer non, ça mais- sans que ce soit drôle, quoi. Complètement. Et il c'est- a réussi. Donc ça, tout à fait. Et on ressort du film comme si on avait été une semaine Au Club Med en Norvège. en Norvège, dans un voyage dans le temps, et on avait été témoin de cette civilisation si différente, quoi. Mais si on regarde un peu la filmographie de Robert Eggert, c'est un peu ça aussi. Hein. Si on regarde The Witch et The Lighthouse, c'est aussi à chaque fois une immersion. C'est une proposition qu'il faut que tu acceptes. The Lighthouse, c'est assez, c'est direct aussi. Si tu rentres pas dedans, le film, tu vas le prendre comme une grosse blague. Ouais, C'est- tu le subis. il faut prendre les choses au premier degré avec lui. Et il y a cette exigence aussi au niveau, j'ai l'impression aussi des acteurs, quoi, par rapport aux conditions. Alors je dirais pas que c'est compliqué, mais là, j'imagine sur ce film, moi c'est ce qui m'a Les permis accents. aussi d'être dedans. C'est oui, donc le respect par rapport à ce genre de choses, mais aussi l'investissement des acteurs, quoi. On sent quand même qu'ils se donnent, quoi. Nicole Kidman, ça marche, quoi. Nicole Bah, Kidman. il y a un jeu très physique. Hein. Ouais, il y a un jeu très que physique. ce soit chez les femmes ou les hommes, c'est pour ça que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un côté très théâtral. J'avais vraiment l'impression de voir une réinterprétation à la façon nordique d'Hamlet, un petit peu tendance moderne où les acteurs se donnent à fond et il y a des scènes choquantes et il y avait vraiment cet aspect-là, quoi. Je Bah, trouve. il donne l'impression d'être sur les deux plans, en fait, entre la légende nordique, effectivement, du XIIe siècle, et ce côté très brutal, vraiment, où c'est le conte pur et dur. D'ailleurs, l'histoire est encore plus simple que la pièce de Shakespeare. Et justement, où il joue sur ce terrain théâtral de Shakespeare, justement. C'est comme s'il voulait un peu mettre les deux dans son film, quoi. Mais il y a un côté aussi tableau. Je trouve vraiment, il y a surtout dans l'arrivée du roi. Il y a un long travelling côté où tu vois des gens qui tiennent une espèce de truc en cercle doré. Donc tu as ce long travelling sur le côté qui suit la foule. Et tu vois ces gens qui tiennent mais en étant fixes, en bougeant pas, et qui attendent justement l'arrivée du roi pour pouvoir déclamer quelque chose. Et là, j'avais vraiment l'impression d'être sur des tableaux, mais animés en fait. Et avec ce côté très théâtral de déclamation. Mais en même temps, on a eu ça, le même effet. On rentre en fait, on est pris par, je sais pas pourquoi, il arrive avec cette magie à faire le premier degré, de nous faire rentrer, de l'accepter. Tu vois, et The Lighthouse, il y a un énorme travail sur les accents. J'ai changé complètement ma perception sur Robert Pattinson avec The Lighthouse, qui est meilleur à la deuxième vision que la première vision. Que à chaud, j'aurais pas du tout aimé, mais le fait d'avoir vu une deuxième fois, tu comprends. Et je pense que là, tu as une complexité qui est vraiment intéressante. Et c'est bizarre parce que Robert Eggert, là, il a quand même 60 millions de budget, je crois. Ouais, c'est pas clair. Il y en a qui, sur certains sites, on parle de 70, 90 millions. Parce qu'il y a un côté très hyper autorisant dans l'approche, la mise en scène, mais en même temps, il y a un côté très grandiloquent de film épique. Ah bah, certainement, ça c'était un peu le deal, quoi, Et puis j'imagine. le fait d'avoir des grosses stars en locomotive, tu vois, Nicole Kidman, elle se déplace pas pour rien. Ouais. Enfin, pas pour rien, non, pas dans le sens pécunier, mais dans le sens par rapport à un projet qui lui tient à cœur. Et oui, si, une référence où j'ai beaucoup pensé à ça, parce que c'était un de mes films préférés de l'année dernière, qui était moi une grosse surprise que malheureusement j'ai loupé au cinéma. Et c'est The Green Knight. Ah oui, mais il est passé en Belgique, d'ailleurs. Il est sorti pas en passé- Belgique, il est ouais, pas il est passé sorti en en- France. Il est sorti en Belgique et malheureusement on l'a loupé. C'est notre ami Respect commun, à Guillaume qui l'a à vu au Guillaume cinéma. qui allait le voir tout seul, Tout seul. sans nous. le pauvre. Et je l'ai vu chez moi où j'ai pris un pied d'enfer. Ouais. Et là, c'est Dev Patel. L'acteur principal. Ouais, et bah, tu vois, Dev Patel, je rentre complètement dedans en empathie avec lui tout le film. Et parce que tu as aussi un souci du détail et du décor, quoi. C'est des réalisateurs qui ont ce besoin de faire leur film dans des conditions les plus
réalistes et les plus sincères possibles, quoi. Donc ça, tout de suite, toi, tu y crois, quoi. Mais il y a des points qui sont... Parce qu'il y a le jeu du folklore qui est mis en avant avec des panoramas où la lumière n'est pas spécialement naturelle, par exemple, il y a beaucoup de passages de nuit, et contrairement au 13e guerrier, par exemple, c'est pas la nuit noire, c'est toujours la nuit très éclairée. Oui, mais c'est pas la même. Mais C'est aussi parce que 13e guerrier, c'est pellicule, et là, on est en numérique, et que le numérique a vachement évolué. Mais il y a même à l'époque des pellicules, on pouvait faire des nuits beaucoup plus éclairées, beaucoup plus exagérées. Mais il n'y a pas des moments de nuit américaine. Ils avaient fait d'un point d'honneur dans le 13e guerrier à utiliser que le feu un peu partout pour éclairer. Grâce aux optiques de Kubrick et la NASA. Mais je t'invite à regarder Hit On de vient Michael Mann. on vient de citer la NASA, là. Hein. Oui, parce que la NASA a fait des optiques pour Barry Lyndon. Mais je t'invite à regarder Hit de Michael Mann, qui justement, Michael Mann travaille énormément, il adore filmer la nuit. Il y a ces scènes de De Niro sur un balcon où en fait tu vois qu'il a chipoté, parce qu'en fait le problème c'est qu'il voulait que De Niro soit bien éclairé et qu'on voit Los Angeles derrière. Mais le problème est que si on éclairait bien De Niro, on ne voyait plus Los Angeles derrière, parce que c'était en pellicule. La sensibilité par rapport à ça, ça n'allait pas. Du coup, il a tourné un micmac bizarre avec du fond vert en 95. Cette scène dans Hit, alors que pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est une catastrophe visuelle. Et tu vois ce qu'il arrive à faire 10 ans plus tard avec la Viper, la caméra Viper, pardon, celle qui était tournée pour épisode 1, Star Wars épisode 1, la première caméra HD qui était utilisée en cinéma. Tu vois ce qu'il fait dans Miami Vice, c'est déjà complètement autre chose. Ouais. Dans Collateral, c'est encore autre chose. Et après, j'ai arrêté Michael Mann. Mais maintenant, quand tu vois les caméras vidéo, et tu le sais très bien, les caméras cinéma, pardon, là, il parle à Jérémy. Complètement différente, tu vois. Mais non, mais je parle pas de... c'est pas parce qu'on a des caméras beaucoup plus sensibles aujourd'hui qu'on n'a pas de rendu réaliste nuit noire dans des films. Il y a un côté fantasmagorique. Il y a un côté fantastique dans ce bain de lumière qui règne même la nuit, je trouve. Et de toute façon, dans certains plans larges, il y a quelque chose de très rêveur. On a des plans où il y a des chevaux qui traversent des panoramas. Et alors, évidemment, le paysage de l'Islande qui est utilisé pour une partie du film aide aussi. Mais donc, il y a cet aspect, du coup, un petit peu fantastique, un peu rêveur, et des éléments très réalistes que j'ai fort appréciés, parce qu'il y a souvent cette erreur que les gens font avec les Vikings, qui est la représentation des Vikings comme des barbares qui technologiquement sont certes des grosses brutes qui étaient un peu plus forts que tout le monde, plus grands que tout le monde, et qui pillaient les villages et les pays avoisinants, mais qui n'étaient pas forcément très avancés technologiquement, ce qui est complètement faux. Ils avaient la cotte de maille, ils avaient les casques en fer, et ils n'étaient pas très différents en termes d'armure et autres que les guerriers britanniques, celtes, on va dire, de l'époque. Et si tu regardes d'ailleurs la série Vikings, c'est un des gros défauts qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils sont tous, et alors je pense que l'idée derrière, c'est que pour permettre l'attachement au personnage, ils sont un peu débraillés, enfin ils n'ont pas d'armure trop en quantité, parce qu'ils ont besoin de mettre en avant le personnage, et s'ils ont tous des casques de fer tout le temps, c'est difficile de voir leurs émotions et autres, et du coup ils sont tous en cuir, parfois avec des cornes, et ils n'ont pas spécialement d'armure, ils ne sont pas spécialement protégés. Juste pour mettre en valeur leur puissance, et donc ça, j'ai toujours trouvé ça dommage. Et ici c'est le cas quand Ethan Hawke arrive, il a un casque de fer, il n'a pas ce cliché du viking qu'on peut avoir dans les images voilà. Mais c'est marrant que tu pointes le doigt là-dessus, parce qu'il y a des personnes qui ont été sensibles à ça en fait, parce que c'est un film qui a été quand même beaucoup attendu, 2022, Northman, ça fait partie pour les cercles un peu de gens qui aiment bien le cinéma, on va dire. C'est un des films Lighthouse, qui était... Comment ? Après Lighthouse, il était attendu au rendez-vous. Il était vachement attendu, et là en plus avec un casting, il élève encore un peu, il monte au-dessus, quoi. Au niveau de la véracité des habits, comme tu dis, effectivement, il y a des gars qui se sont amusés, en fait, qui sont amusés. C'est un peu leur job de vérifier un peu si tout ça était vraiment
va dire authentique. Et oui, c'est ce qu'ils expliquaient, la même chose que toi, effectivement, c'est que les Vikings, c'était pas non plus des cornes sur la tête, c'était aussi il y avait des vêtements très développés à l'époque, comme ça, quoi. Et c'est des forgerons, complètement, qui étaient très très doués. on les voit au niveau des armes, ils sont, c'est bien pensé. Je regardais, parce qu'on parlait de films de Vikings, et effectivement, je me ressouvenais de cette rumeur, ce projet que Mel Gibson avait de faire un film de Vikings. Ah ouais. Ouais, tout à fait. J'ai déjà peur. Mais non, mais c'était il y a longtemps, en fait, c'était il y a longtemps. Quand tu vois les anachronismes et les erreurs historiques qu'il a pu faire dans Braveheart. Ouais, mais tu vois, Apocalypto, par contre. Il s'est planté droit. Oui, il y a une grosse erreur dans Apocalypto aussi. Hein. Ah bon? Historique. Ah, historique, sans spoiler, mais la fin. Oui, c'est vrai que la fin n'a pas de sens. Non, mais j'étais en train de me dire si tu vois. Mais on lui pardonne parce que c'est un putain de film. Mais putain, moi je suis méga fan de Mel Gibson en tant que réal et acteur. Mais Braveheart, ok, il s'est planté de un roi. La vraie histoire, c'est non, pas et puis Édouard aussi III, par rapport à la reine c'est pas Margot, elle a pas vraiment. Même il représente pour. Si, Isabelle de France, c'est Édouard III ou Édouard IV. Édouard II le sec et Édouard III qui passe pour une tafiole. Ça va plus loin que ça. C'est pour sensibiliser l'audience aux Écossais. Il les représente comme des fermiers à peine armés, à peine en armure. En réalité, c'était une armée organisée qui était tout aussi bien équipée que l'armée anglaise en face. Et aidée par les Français aussi. Voilà. Mais pour pas que la bataille ressemble à une bataille une bataille de soldats armés de la même manière, pour bien différencier les personnages, ils ont pris la décision de mettre de la peinture bleue. Alors les Écossais n'ont jamais mis de la peinture bleue sur leur visage, c'est pas du tout historique. Voilà. Donc, mais ça claque. Voilà. Mais moi j'ai toujours un peu de soucis parce que beaucoup de gens, notamment les jeunes générations, apprennent un peu de l'histoire avec ces grands films blockbusters et c'est ça qu'ils retiennent et donc c'est un peu dommage. Mais voilà. Sur moi, le Freedom à la fin du film, il l'a vraiment dit quand même. Oui, bien sûr. Avec le poing levé, quand même. Non. Avec son super accent écossais. Attendez, vous remettez beaucoup de choses en question. Genre Armageddon, c'est pas vrai? Merde. Attendez. Mais et justement, si vous devez dire en 3 points positifs et 3 points négatifs. Nouvelle tentative, comme ça, pouf, dans le podcast, qui arrive de nulle part. Une inspiration de... Préviens, mec. Mais ouais, mais je suis comme ça. Je vous fais en 3 points positifs, 3 points négatifs. Enfin, pas forcément 3, mais... Alors, 3 points positifs. Le jeu d'acteur, qui, dans l'ensemble, moi, j'ai pas eu de soucis avec Alexander. C'est son personnage qui est comme ça, et du coup, pas forcément facile de s'y attacher, mais je trouvais que l'ensemble du cast jouait très bien. La réalisation qui est impeccable et la photographie, les choix de plans, on en parlera en spoiler, mais il y a des plans qui m'ont quand même fait tomber la mâchoire, vraiment. Il y a des trucs qui restent, qui je sais dans 10 ans je vais y repenser, et voilà. Ça, c'est pour les 3 points positifs. Mais moi, sur les points négatifs, par exemple, pour compléter, du coup, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi pour les points positifs. Je vois pas. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais si on doit en dire 3, c'est vrai que ça ressort bien. Mais moi, c'était ce dont je parlais tout à l'heure, un petit peu par rapport à ce jeu d'acteur que j'ai, comme je disais tout à l'heure, que j'ai beaucoup aimé. Mais quand même, dans le film, tu as des scènes, tu as des moments où ça perd un peu de son sens. Il y a quelques passages en l'occurrence entre Nathaniel Joy et Alexander Skarsgård, où tu sens en fait qu'il n'est pas en fait très à l'aise là-dedans, Robert Eggert. Dans la romance, tu veux dire? Ouais, dans la romance, voilà, un petit peu entre les deux personnages. Ça a du sens, hein, dans le film, mais comment c'est posé, comment c'est amené, comment c'est joué un petit peu. Au niveau de la DA, à ces moments-là, je trouvais que c'était un peu... Peut-être que le côté théâtral, du coup, dont tu parlais... Un peu forcé, et peut-être ce côté théâtral dans cette romance, du coup, était un peu maladroite. Du coup, ça te détache un petit peu par rapport à ça. Et voilà, moi, c'est un peu ce qui m'a pas fait sortir du film, mais à me dire, bon, bah, ça c'est un petit peu. Ouais, c'est un truc que tu aurais aimé que ça raccourcir. Ouais. Et je suis d'accord, juste sur ce point-là. Je mets encore plus en avant ma petite nature, mais en plus de chialer dans les films, j'ai toujours beaucoup d'attachement aux romances. Moi, je suis par exemple quelqu'un qui une bonne rom-com, j'ai toujours bien aimé. Voilà,
j'ai pas peur de le dire, tous les 5 ans, je me remate Notting Hill, juste parce Ah, je croyais que t'allais dire Love Actually. Mais oui, parce que moi, Love T'allais dire Actually- quoi Love Actually. Ah ouais, non, mais dans ce C'est style-là, mais voilà, classique, tous ces Love films-là, Actually, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec, mais j'aime bien. Ouais. Et bref, tout ça pour dire que quand il y a une romance dans un film, j'aime bien que la chimie fonctionne bien entre les personnages et qu'on croit en leur attachement. Ouais. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu forcé. Et au final, oui, on s'attache pas trop à cette histoire d'amour, j'ai l'impression. Elle arrive un peu effectivement plif-plouf en fait parce que il doit avoir un peu un love interest dans le truc. Et je pense que c'est le truc de ce film. Il est passé à un niveau supérieur, en fait. Robert, je vais pas dire son nom de famille parce que je sais pas Eggers. mal. Eggers. Et là, en fait, au niveau de la boîte de production, on est toujours chez Focus, et là, il est toujours chez Regency, mais on n'est plus chez A24. A24, c'est A24. la meilleure boîte. Et du coup, monde. tu sens qu'on lui a demandé un petit peu de. Quand tu vois ses films précédents, The Witch ou The Lighthouse, ces domaines-là, c'est pas traité en fait. Mais en même temps, est-ce qu'il faut à chaque fois une romance, tu vois, Bah, tu vois que Non, pour mais des films à ce il faut pas budget-là- forcément, mais si elle y est, c'est bien qu'elle soit bien traitée, quoi. On est d'accord. Quoi. Mm. Et vous pensez que le film va fonctionner? Est-ce que ça peut parler à un public plus large? Pas forcément un. Bah, déjà, un le public casting, averti, le entre casting guillemets. va apporter un public avec Nicole Kidman déjà dedans, ça va quand même un petit peu attirer, titiller un peu. Il faut dire que je vois bien les studios apprécier un élément en particulier, c'est le thème. Dire que les Vikings, c'est fort à la mode depuis maintenant déjà quelques années. Mais j'ai toujours dit que les Vikings ont un peu remplacé les zombies dans la mode mais en fait, on doit beaucoup à la série Vikings, Ouais, hein, c'est ce qui a que j'allais été dire. extrêmement populaire. Et À suite travers à la ça, série, que ce soit dans le domaine cinéma ou BD ou jeux vidéo, on a bouffé du Viking. Alors tu dis cinéma, pas tant que ça, c'est vrai. Probablement parce que ça coûte un peu cher de faire des choses dans ce domaine-là. Mais je crois que c'est un des éléments principaux où ils se sont dit, ok, on peut y aller. Entre le cast et la thématique nordique. Et alors, est-ce que ça a marché ? C'est un peu difficile à dire en ce moment parce que c'est encore un peu tendu au niveau de la fréquentation des cinémas en ce moment. Et on a tendance à dire quand il n'y a pas de super-héros, tu peux pas aller très très loin. Mais je vais te dire une chose, c'est que je pense qu'il fera mieux que The Last Duel. Ouais, c'était très très bon. Ouais, je l'ai vu récemment, c'est un très bon film. Ah, tu l'as vu alors. Tu Ouais, l'as ouais, vu, je l'ai vu, enfin, il est vraiment, enfin, c'était aussi une bonne découverte en 2021. Mais c'est marrant quand tu parles de films par rapport à un film de super-héros et tout ça. Enfin, on va pas spoiler. On en parle encore. souvent d'ailleurs. On en parle souvent, mais on va pas Notre spoiler. amour du- Mais quand même, la fin du film, tu trouves pas que du coup, t'as l'impression. Moi, je vois pas Robert Eggers en fait faire ce genre de fin. On en parlera peut-être en On spoiler. en parlera tout à On en l'heure. parlera Mais tu vois, plus c'est comme. Mais Ouais, je reviens un petit peu. je reviens sur la fréquentation, mais en sortir de la salle de cinéma, on s'est quand même tapé un banc de baraki flamands pour voir les ciné. Voilà, Mais, on mais- On laisse peut un pas dire montage. ça. On peut pas Oui, dire ça. oh. Mais, Dead non, Jones. mais non, mais en tout cas, ce qui était sympa, c'est d'entendre la langue flamande, et donc du coup, j'avais l'impression d'être toujours dans ce côté Ouais, nordique, ouais. tu vois. Ça te Mais, suit, quoi. Ça te Et colle c'est au vrai que basque. le C'est petit assez jeu, c'était de proche. savoir de quel film il sortait. Et donc du coup, apparemment, là, nous, ce qu'on avait dit, c'était le film de Bullock. Non, Dumbledore. Soit la Cité d'Or. Ah, la Cité d'Or avec Sandra Bullock, Non, effectivement. pas la Cité d'Or. Lost si. City, un truc Lost comme ça. City, ouais. Lost City. Soit C'était quoi cette Le- tentative C'était une série. soit le 3e épisode des Animaux Fantastiques. Exact. Mais- Oui, le ça- dérivé des Harry Potter. Ouais, c'est mais ça. ça, je pense qu'il est quand même sorti il y a une semaine. Et puis, il n'a pas bonne presse. Et puis, de toute façon, enfin, je trouve que c'est une Non. franchise complètement catastrophique. Mais non, moi, je voyais plus le truc de Bullock. Effectivement, c'est toi qui l'as sorti. Tu l'as mis en Que je exergue. pense que je regarderai un jour. Ouais, mais pareil. Parce que j'ai vu en plus Sandra Bullock, enfin, on digresse à mort, mais j'ai vu Bon. que Sandra Bullock disait qu'elle ferait une pause carrière Ah ouais après ce film, ouais, Encore à se consacrer à sa famille, à ses enfants. Ok. Et donc apparemment, elle a tout mis dans ce Encore des film. nouveaux enfants. C'est pas possible. Et non, 50 ans. ça a l'air sympa. Et puis il y a Brad Pitt en plus, donc voilà. Il y a Brad Pitt. Qui a l'air d'avoir un rôle. Ouais, à... il a un petit rôle. un rôle à contre-emploi un petit peu. Ouais, mais du coup, je pense qu'il se fait bien plaisir. Ouais, ça donne cette impression. On a ouais. l'impression qu'il s'amuse, quoi. Effectivement. Bah, moi, Après, c'est une bonne. Brad Pitt, c'est le stoner dans True Romance, quoi. C'est. Oui. contre-emploi. Ah oui.
Tu confonds pas avec Gary Oldman? Non, dans True Romance, Christian Slater et Rosanna Arquette. Ouais, il le Il y rencontre. a, il y a Brad Pitt en mode stoner dans un canapé en train de fumer des gros joints, des gros chibis. Attends, tu confonds pas avec Thelma et Louise? Non, trop pas. Attends, Je te jure. Thelma et Louise, il est pas un il est stoner. pas. C'est Non, le je putain de mélange beau les deux. gosse Ok. qui Parce que c'est un peu un s'autostop, road ouais. movie aussi, donc je Ah, oui, confonds. Là, on est, Ah, exact. Là, on est plus sur du. Ouais. Là, c'est Avec du une action. fin tragique. Eh bien, tu avais des points négatifs ou positifs Ouais, à non, mentionner bah, à part ceux que j'ai dit, effectivement, un petit ventre mou, mais un ventre mou, en fait, un ventre mou, tout simplement, parce que je trouve que scénaristiquement, le troisième acte se fait sentir, vraiment, se fait attendre. Ouais. Et même si C'est je un peu savais pas, déséquilibré. même si je savais pas où j'allais, en fait, enfin, si je savais où j'allais parce que le thème de la vengeance, mais il y a un traitement qui est quand même original. Après, c'est juste vraiment, voilà, du petit bonus, et je pense que Ouais. ce film, il va gagner en maturité à force de le voir et le revoir. Tout comme The Lighthouse a fonctionné chez moi, où la deuxième vision a été, où j'ai compris et j'ai vu les défauts du film que j'avais vu la première vision n'ont paru moins gênants que la première fois que je les ai emmagasinés. Ouais, mais là, un deuxième visionnage au niveau de l'histoire, ça va pas forcément t'apprendre Non, plus. mais- Non, mais c'est la cinématographie. C'est ça, voilà, C'est c'est ça, tellement quoi. léché que je pense que Tu peux refaire des pauses. tu vas remater les plans et tu vas faire ah Comme ouais, tu dis c'est aussi pour les ça. détails des villageois quand Voilà, le les roi détails. arrive, tout ça. Moi, Après- ça me donne bien de le revoir pour ça, justement. J'ai pas vu ce dont tu parlais tout à l'heure. Il y a un moment où là j'ai vu le jeu, c'est Quand il pète. c'est les il y a un extra, donc un figurant dans l'attaque du village au début, le village en bois quand il est Ouais. adulte. Il se fait tuer. Je trouve je sentais trop la chorégraphie de Skarsgård dans ce magnifique plan. Je sentais trop la chorégraphie, genre Un plan séquence, hein. maintenant Ouais, à un gauche, plan après séquence. maintenant un coup à droite. Et il y a un extra qui m'a fait sortir directement du film. Tu vois, il meurt, il a une petite mort à la Marion Cotillard. Où en Ouais. fait, il meurt, il fait. Et puis après, tu sens qu'après, il se relâche encore un Ouais, peu. mais on n'a pas parlé d'ailleurs de l'action. Comment elle est gérée. Elle est pas extrêmement répandue dans le film, mais Non. quand même, il y a 2-3 trucs. Ce qui est bien, et moi je mets toujours un point d'honneur à le souligner, c'est qu'elle est bien filmée, c'est-à-dire que c'est des plans stables, c'est des plans longs, on voit ce qui se passe, c'est pas Exact. des découpes. C'est pas coupé C'est pas toutes les coupé. 2 secondes. Effectivement. Et donc la plupart des duels se font sur des plans séquences et ça marche assez bien. Mais je suis d'accord avec toi, c'est que il y a ce côté très chorégraphié où tu sens tout de suite le rapport de force un peu exagéré. Ou notamment dans les attaques du début, chaque personne qui se confronte au héros, Il vole. ils Ouais, volent, ils ils essayent à peine d'attaquer. Voilà, c'est peut-être pas le. Il manquait peut-être quelque chose là. Il y avait peut-être un meilleur chorégraphe à trouver pour ça. Parce que du coup, tu vois, dans Braveheart, t'avais des membres coupés nets. Où je trouve que Braveheart a été Ouais, mais là, quand même, t'as aussi formidable. un peu- Oui, clairement, mais dans le sens que Braveheart a amené l'ère moderne, en fait, de comment filmer la guerre de façon moderne, entre guillemets, d'apporter un nouveau point de vue. Et c'est sale, quoi. Là, j'ai senti du sale, mais du sale esthétique, en fait. Ouais. Non, pour le coup, celui qui l'a bien fait, c'est Steven Spielberg avec Il faut sauver le soldat Ryan. Où là, t'as vraiment une. Pour moi, Une horreur, qui ouais. s'inspire de Braveheart, justement. Ouais, mais quand même beaucoup mieux fait. Quoi. Enfin, Mais on n'est pas pareil. Mais non, mais C'est le guerre. on en parlait, mais je trouve par exemple que dans le 13e guerrier, il y a un côté. Alors, c'est aidé par le fait que le personnage principal ne sait pas se battre, ou en tout cas pas au début, et donc il y a une évolution, mais il y a un côté très brouillon. Et c'est là que tu t'accroches, c'est que chaque duel, chaque combat qu'il commence, tu sais vraiment pas comment ça va se passer, où il est en danger de se faire avoir à chaque coup d'épée. Danger de mort, quoi. En danger T'es de mort. empathie avec lui, quoi. Et c'est vrai que quand il y a ce côté chorégraphie, je passe d'un personnage à un autre, t'as pas d'enjeu en fait, parce que tu sais qu'il va aller au bout, il va peut-être être égratigné à un moment donné, voilà. Mais voilà. Et du coup, il y a ce côté, oui, un peu immortel. Tout le long. Complètement. Mais assumé en même temps. Enfin, Assumé, c'est le côté oui. la figure super héroïque. Mais du coup, assumé, mais normalement, le côté immortel, tu dois le montrer par le fait qu'il est tellement fort qu'on ne peut pas arriver à le toucher. Ouais. Mais ça n'est pas forcément bien mis en avant par la chorégraphie. La chorégraphie est juste là pour montrer cette danse
de combat qui manque peut-être un peu d'impact, effectivement. C'est la différence entre un film à 50 millions et un film à 300 millions de Marvel. Ouais, je sais pas, parce que t'as quand même, L'action tu peux est très pas- bien avoir des films. Après, oui, les films HK, par exemple, Ouais. ils ont des grosses chorégraphies, ça vole dans tous les sens. Oui. C'est complètement Oui, irréel, mais tu rentres dedans. T'acceptes en fait. T'acceptes. Le Oui, parti ou même, pris, même en dehors des films asiatiques qui sont très très bons à faire ça, tu peux avoir des films low budget ou qui sont soit par exemple, tu prends le premier John Wick qui a un budget nettement inférieur à celui-là ou alors c'est réalisé par un stuntman donc ça se voit tout de suite, mais je pense qu'il n'y avait pas forcément les meilleures personnes pour gérer ça. Ouais, je pense probablement parce que pour le réalisateur c'était pas l'élément le plus important, même s'il y a 2-3 trucs on le dira en spoiler, mais voilà, au tout début de l'attaque du village, au début, le héros fait quelque chose qui a plutôt la classe. Je vous le rappellerai en spoiler. Je pense voir ce que Eh bien, je crois que c'est le moment de la partie spoiler. Ouais. Signal sonore. Et nous voilà de retour pour la partie avec spoiler de The Northman de Robert Eggert. Lio, je sais que tu as une tradition qui devient maintenant, que j'espère, est les Erratums. pérenne. Les Erratums de Lio. Ah non, j'en ai pas ce coup-ci. Ah, autant pour moi. Donc t'as Sur pas dit de conneries la dernière sur fois. le dernier, non, c'est juste que là, j'ai pas vraiment eu le temps en fait. Donc t'as dit des conneries. Oui, là, excusez-moi, effectivement, la petite rubrique. Il y en aura une la semaine prochaine. Vu que- Déjà Non, pas la semaine prochaine, mais au prochain podcast. Je m'arrangerai pour trouver des trucs. Je rajouterai des phrases dans le podcast. Je sais. suis extrêmement déçu. Ouais, là, j'avoue J'ai que envie. j'étais à 2 doigts de créer un jingle spécial pour toi. hein. Non, mais autrement, j'ai des petites histoires si tu veux. Bah, Sais-tu justement, par exemple que Vas-y, petite histoire. Alexander Skarsgård a joué déjà un mec qui s'appelle Northman dans sa série True Blood. True Blood, j'aime bien True Blood. True Blood, Autre, le vrai sang. c'est vrai ça en fait. C'est vrai, Ouais, Ah, oui, excellent. c'est vrai. il avait son personnage s'appelait déjà Northman. Autre anecdote, c'est la deuxième rencontre entre Alexander comment Skarsgård. Skarsgård Et et Nicole Kidman avec Sauf que- Big Little Lies. Sauf que c'est très drôle. Dans Ouais. Big Little Lies, Il joue son mari, il joue son mari, et là, il joue son fils. voilà. Exact. Mais Mais dans les deux, ils s'embrassent. Ils s'embrassent quand même. Ouais. C'est pas faux. Dans les deux, ils s'embrassent. C'est le truc quand même quand la scène arrive, tu fais ah ouais. Il joue très très bien. Et Dans on- Big- va il joue très très bien dans Big Little Lies d'ailleurs. Oui, carrément. Après, il est un Il peu est J'ai pas vu. horrible. Il est un peu obvious. Ah, il faut que tu vois, Moi, je trouve qu'il est... c'est une super série. Il est toxique. en fait, Saison avec 2 elle, pas c'est obligatoire à avoir, mais Ouais, un euh, mari mais je toxique, trouve en qu'il est un fait, peu obvious hein, comme le rôle. Enfin bref, c'est un autre débat. Est-ce que tu as d'autres anecdotes mais non, il vient de dire qu'il en a pas. Ah putain. Non, des erratums, non, des petits Ah, trucs non, sur le Erratums, il film. a pas. Si. Mais balance anecdote, vas-y. Non, mais si on veut parler un petit peu du film, c'est un Comment- film qui avait déjà été en fait lancé par Alexander Skarsgård en fait. En 2011, il avait l'idée en fait de vouloir faire un film sur les Vikings. Donc il est Et- pas producteur par hasard. Non, il n'est pas producteur du tout par hasard en fait, mais il était sur d'autres choses et en fait, il avait rencontré Robert Eggert pour une idée de film, mais ça n'a pas collé. Mais il s'était déjà rapproché parce qu'à l'époque, il avait déjà fait quelques courts-métrages, dont un qui c'était de Hansel et Gretel qui est disponible sur YouTube si vous avez l'occasion de le génial. voir, qui est déjà bien un peu barré quoi. Et je vous conseille d'ailleurs Gretel et Hansel. Ouais, Le film du fils Hansel et de Gretel. Perkins, d'Anthony Perkins. Mais là, il s'appelle Gretel et Hansel. Ah, il a. Ouais, c'est ok, l'inverse c'est- en fait. c'est 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 l'inverse. un court métrage, non? C'est un long métrage. C'est un long long métrage, mais métrage. récent, récent. Récent qui est sorti l'année dernière, qui Ah, ok. est génial. Parce que j'ai vu dans la filmographie de comment il s'appelle Robert Eggert. Robert Eggert qu'il a fait un court métrage qui s'appelle Hansel et Gretel. C'est ce que je viens de dire. Ce qui vient de dire à l'instant. Qui est disponible gratuit sur YouTube. Mais ça date de quand? De 2006 ou un truc comme ça, ou avant. Ah oui, c'est ça. Ok. Ouais, Et là, je parlais de c'était- Gretel et Hansel du fils Ok, d'Anthony Perkins. ben voilà. Et c'est ça qui les a rapprochés en fait, parce que déjà ils avaient un peu repéré. Robert Et savez-vous Eggert qu'il à a ce fait un niveau-là. court métrage Hansel... Non, ok. C'est ce que je viens de dire. Le voilà. running gag. On en parle de The Northman, qui est un titre déjà ultra générique et qui n'a, selon moi, pas beaucoup de sens ici parce que tout le monde sont des North people. Non, oui, effectivement. Ouais, ouais. Donc ça, parce que moi je m'attendais à ce qu'il se retrouve, je m'attendais à ce qu'il soit exilé par ce qui lui arrive et qu'il se retrouve dans un monde où il est le seul, tu vois. Une espèce de très guerrier inversé. Ouais, inversé, ouais, mais en fait pas du tout. Donc un Et, peu déçu. Ah, mais je suis assez d'accord, mais tu l'aurais appelé comment Viking. Hamlet ou Hamlet.
Hamlet. Oui, Ouais, mais s'il ça avait aurait appelé déjà annoncé Hamlet, le ça aurait- ça aurait déjà annoncé, quoi que la bande-annonce annonce le film. Ouais, j'allais dire, Hamlet, si tu ou l'appelles comme il ça, aurait tu- pu l'appeler Office du tourisme islandais. Mais je pense que Björk. je pense que c'était Norseman aussi, le choix de Norseman, parce que d'ailleurs le mot viking n'est pas utilisé dans le film. Parce que je crois que le terme n'était pas encore Ouais. courant Non, bien en sûr. fait à cette Non, époque-là. En exactement, fait. ouais. C'était C'est pas. une connerie qu'on a encore inventé, nous. Ouais, c'est venu après quoi en fait le terme. Et je pense que parce que c'est vrai que tu pourrais te dire. C'est marrant, t'as dit Björk, et elle est dans le film. Ouais. Oui, justement, c'est pour ça que je disais ça. Ah, je pensais que juste tu disais Islande, Björk. Non, non, c'est- c'est un des scénaristes Mais du elle film. joue, en elle fait. joue qui du coup Mais Elle joue la sorcière, sans- des- Qui apparaît dans le village. Ouais, des villageois en fait. Sans- la sans sorcière du ses village. yeux, là. Sans ses yeux, ouais, Ouais. qui lui dit, qui lui reparle de la larme que William Dafoe lui prend. Ouais. Mais Et c'est là qu'il comprend qu'il doit accomplir sa destinée en fait. voilà. Ouais, parce qu'il avait oublié. Il avait oublié. J'aimerais bien qu'on attaque par le commencement, Le début du film. le début du film. Bon, alors on va pas faire chronologiquement parce que sinon on est encore en Mais quand même, infini ce de petit demain. passage qui fait mal aux yeux au début, c'est un petit peu. Mais voilà, c'était pour revenir, pour attaquer sur malheureusement le deuxième plan du film. Le premier plan est magnifique, c'est un volcan islandais qui crache de la fumée avec une voix nordique. Ah oui, cette bien, voix, Ça, bien J'avais l'impression que caverneuse, c'était Lord of the Rings, quoi, avec Kate Blanchett qui annonce l'anneau, qui raconte l'histoire. In the middle of Middle Mais par Ah contre, ouais. ça, je rêverais de voir un Robert Eggers qui fait un truc sur le monde, l'univers des Seigneurs des Anneaux. Ouais, Ah, ou dans le style, ouais. tout Parce à que fait. là, putain, à des moments, plein de fois, je me suis dit, putain, ça là, il est très avec le côté du fantastique. Enfin bref, ça, j'aimerais bien qu'on. C'est un domaine qu'il aime beaucoup, hein, le qu'on- mystique, le fantastique. Et dans J'ai tous ses j'ai envie qu'on le films, traite un ça. petit peu aussi, cette approche du fantastique dans ce film-là. Mais revenons à notre plan CGI qui est le deuxième plan, qui est pour moi catastrophique et qui est désappointant parce que le niveau. Pourtant, les autres trucs des CGI, par exemple le renard, les corbeaux, c'est pas encore trop dérangeant. Mais là, le deuxième plan, les dracars dans l'eau, ça fait mal quoi. Ouais, Un et, petit peu, ouais. c'est du niveau d'un documentaire fiction high level. Je Série trouve. Arte. Ouais, et pour moi, il y avait des choses simples à faire pour solutionner ce plan, si on va pas passer des heures là-dessus, mais le fait que les dracars arrivent dans le sens de la caméra n'aide pas du tout. Oui. Pour moi, ils devaient arriver de côté. De côté. Ça aurait facilité énormément et ça aurait rendu beaucoup mieux. mais il pressait de parce rentrer. qu'en fait, vu qu'ils vont de la caméra vers le village, ils ne bougent pas. Il Ouais. n'y a pas l'effet de mouvement vers le village, alors que s'ils venaient de gauche cadre à droite cadre, il y aurait un avancement et l'impression faux aurait probablement été mieux. Et d'ailleurs, Bah, il le fait plus tard dans le film, justement, le passage entre la partie enfant et la partie adulte. C'est ce moment que je citais par rapport à Conan. Bah, il y a ce plan fixe qui est Ce rituel en fait. ce rituel avec le dracar qui passe et après la caméra Ah, qui non, vole et d'accord. qui arrive dans le dracar. C'est là où on s'est Super regardé plan. tous les Ah deux, oui. on va- Super on plan était parce en que au début je suis là, oui, ok, il y a un premier dracar qui passe, bon, et puis là tu as un deuxième qui est plus proche, là, et ensuite la caméra s'avance. Et donc comment ils ont fait ça? Moi j'ai une petite théorie. J'ai aussi, C'est ils ont un long bras, une longue dolly sur rail qui avance avec un long bras qui arrive jusqu'au milieu du dracar, et je pense qu'il y a un swap de caméra, donc la caméra est ensuite positionnée sur un autre, soit sur un steadicam, soit sur un truc sur le dracar, et ils arrivent à faire un plan séquence de la rive au milieu du dracar. Moi, je pense que ils ont utilisé le système Movi. Ah. M-O-V-I. Qui est un système. Qui sont les concurrents de Ronin, ça, Tout à de fait. DJI. Mais c'est du high level, pas le même budget. Et en fait, c'est des trucs, j'ai vu ça, j'ai été bluffé. C'était dans The Raid 2, où il y a une featurette où tu voyais qu'en fait la caméra se baladait dans une course-poursuite. Il y avait un mec un stuntman qui était déguisé et un cadreur qui était déguisé en fauteuil. Ils ouvraient la portière d'une voiture et en fait la caméra passait. Et elle passait à travers la voiture pendant la poursuite et elle repartait après et c'était assez dingue. Et j'avais vu ça dans un documentaire de la BBC Earth 2 où justement en fait ils faisaient passer des longs rails qu'ils effaçaient numériquement. Ouais. Et qu'en fait ils lançaient la caméra du système Movi qui est un système de stabilisation qu'ils lançaient sur le rail, enfin un rail en l'air, Un gros fil. Ronin de DJI, pour ceux qui Et, se demandent. Et en fait, il y avait un opérateur qui récupérait le Movi à l'arrivée,
décrochait le C'est mousqueton, probablement ça. Ouais. il le prenait. Et Mais- du coup, moi, je pensais à ça. C'est en fait tout à fait soit le Movi, soit le Ronin qui est en fait la tête 3D au bout de la dolly sur rail. Et une fois que le stabilisateur arrive dans le dracard, il est détaché et est tenu par main par quelqu'un. Le Tout gars. à Mais fait. du coup, pour le film 1917, c'est un peu ça alors qu'il a dû être utilisé. Il y a beaucoup oui, ça à qui est fond, utilisé, à tout à fond, fait. ouais. Ouais. À fond, à Même Les si scènes de dans cratères, 1917, il y a plein de coupes, mais, oui, mais oui, parfois des c'est fausses tout à fait c'est les stabilisateurs qui passent de main en main. Ouais, ces Et fameuses de scènes où on se machinerie en demande comment machinerie, il a ouais. fait. Il y a D'accord, ok. énormément de coupes dans 1917. Ah bah, Il y a vous- plein de Oui, non, il y a Là, plein c'est de pas coupes, une mais- coupe. hein. Là, c'est Non, pas mais une la non, là, scène c'est- où il c'est- traverse un cratère qui est rempli d'eau, justement, là, tu comprends pas comment la caméra va d'un point à un autre, enfin, traverse le cratère rempli d'eau. Peut-être qu'ils avaient des drones coupe, quoi. FPV à la Michael Bay. mais, Il est partout, ce mec. mais d'ailleurs, l'attaque, justement, le plan séquence de l'attaque du village entouré de rondins de bois, où il monte à la barbare à coups de machette, Alors, il monte un mur de 3 mètres. Ça, c'est la petite scène aussi. Avec sa machette, moi j'ai l'impression qu'avec sa machette, il faisait des trous dans le bois pour Ouais, pouvoir ouais, se c'est tenir. ça. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Tac. Et après, il monte à la force de Mais ses là, il se fait putains pas de bras. attaquer, tu vois, là encore, c'est l'action simplifiée, il est pas. Alors qu'il y a des mecs qui se font défoncer à à la côté de flèche, lui à qui se côté. font complètement. À un moment, tu vois juste. alors, j'ai une quitter question. un truc, mais... Quand Ah, quand le groupe des loups observe le village et Ouais. qu'ils se font repérer, Ouais. La scène du déjà javelot. c'est vachement original. Généralement, ces scènes-là, le classique hollywoodien, c'est qu'ils arrivent à s'infiltrer et le village Et envahit, le village sonne l'alarme une fois qu'ils sont dedans. Une Mhm, fois mhm. que... Mais là, en fait, non, ils s'approchent et très vite, le village les Oui, voit. c'est vrai, ouais. Et Bah, voilà. il se lève à un Je moment, crois que quoi, c'est- et là, tout de suite. Et là, tout de suite, il y a un soldat depuis une tour de guet qui lance Oui, putain. lance un javelot que le héros principal récupère à la volée et relance dans l'autre sens. Et est-ce que c'est vrai? Alors, non, c'est pas Moi, vrai. je pense que c'est faux. Non, c'est faux, ouais, c'est faux. Si c'est faux, c'est vachement C'est bien vachement bien fait. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais une théorie que potentiellement, parce que c'est quand même loin, hein, donc pour pouvoir lancer ça aussi loin, c'est un peu chaud. Mais je me suis dit peut-être que c'est un javelot d'une matière très légère qui Attention à la mousse. Non, la mousse, il n'y a pas assez de poids pour le lancer aussi loin, mais ouais, un espèce de PVC avec assez de poids qui s'il rate son coup, bah, ça peut pas blesser qui que ce soit. Donc voilà, et il l'essaye plusieurs fois pour l'attraper. Mais peut-être que c'est 3D alors du coup. Mais Moi, je saurais pas dire. Je pense que c'est la 3D pour moi. Ouais. Bah, Mais c'est- après, je suis. la physique est vraiment bonne quoi. C'est marrant parce que ce truc du javelot, apparemment, c'est un coup spécial. C'est dans les attaques, en fait. C'est un truc qui se faisait, quoi. Vraiment pour montrer l'expérience De récupérer les javelots guerriers, lancés. de réussir à récupérer en plein vol le javelot. Et ça a un nom, en fait. Mais je sais plus, je l'ai lu, mais je le retrouve pas. Ah, non, Ça a un nom spécial. C'est une technique. Après, t'as quand même une chance sur 10 de te le prendre dans la gueule, quoi. Ah, c'est. Pas plus une Juste chance pour sur 10, impressionner quoi. tes camarades, c'est un peu tendu. Ah, c'est. Oui, voilà. C'est. T'y es presque, t'y es presque, t'y es presque. Ah putain. T'y es presque, t'y es presque. C'est la lance, non, ça vient en fait d'une guerre sur les Gunnar, sur Gunnar. Ah, donc Et c'est il y a un une- pays qui a vraiment fait ça? Non, c'est tiré d'un livre. Ok, C'était en fait d'accord. tiré dans un livre où il expliquait cette technique en fait, et du coup, Robert il s'en est inspiré. Enfin bref. Mais par rapport aux effets spéciaux qui sont parfois un peu décevants, il y a aussi toutes les scènes qui sont... alors c'est toujours des scènes très compliquées, et d'ailleurs dans le 13e guerrier, c'est aussi très mal fait, parce que c'est fait en studio. Toutes les scènes en bateau, en drakkar, les traversées Ouais. d'océan... Ça piquait un peu quoi. Ça pique un peu. Mon bateau, mon bateau. Mais ouais, notamment aussi les scènes à la fin, quand il parle avec sa bien-aimée, on est sur un green key qui est pas du tout bien fait, où on voit clairement l'eau derrière qui est fake. Et c'est dommage, parce que tu te dis, ils sont en Islande, tu prends un bateau, tu vas à 1 kilomètre de la rive, tu peux potentiellement filmer ta scène de dialogue. Alors quoi. ça, il y a une raison pour laquelle ça a été peut-être aussi ça, c'est qu'ils ont eu des autorisations de tourner en Islande tard. Et ils avaient tourné déjà en fait. Ils ont pas pu attendre en fait D'accord. l'autorisation, et donc ils ont fait ces scènes-là du coup Ouais. en CGI. Et quand ils l'ont su, bah ils ont juste pu. Mais après, rien ne t'empêche quelques d'être au large d'une côte écossaise ou quoi. Enfin, tu vois, tu t'es pas obligé. Mais Après, bon, c'est vrai. ça a un coût. Tourner Hein. en mer, c'est pénible aussi. Hein Tourner en mer, c'est pénible. Bien sûr.
Non, Ça- bien sûr, il faut que la mer soit calme, il faut que le temps soit bon, c'est très cher, on est tout à fait d'accord. Je vous invite à faire comme Léo Carax dans Annette, si vous l'avez vu, où il fait une scène de bateau, il simplifie le truc à mort. Quoi. C'est bien, tu ressors ta fameuse vision avec Léo Carax à Ouais. Bruxelles. Avec Léo Carax, il parle comme ça, et qui parle tout lentement, et qu'on comprend pas ce qu'il dit, parce qu'à la fin, il Ça, parle c'est le côté parisien. mais ouais, et je trouve que pour repartir sur quelque chose de que je trouve vraiment génial, c'est l'implication du fantastique Ouais, ça, c'est dans ce c'est le truc récit. de Eggers. Hein. Ça, il aime bien dans tous ses films ce rapport à la magie, ce rapport. Les sorcières, toujours les sorcières hein, qui ouais. suivent. Hein, jusque dans le premier, The Witch, le titre de son film le dit. Quoi. Et dans The Lighthouse, bon, c'est pas des sorcières, c'est des sirènes. Ouais, c'est Mais ça. on y revient à une sorte de. Quelque chose de mystique, une mythologie un peu envoûtante comme ça, où on est possédé. Et là, ici, la sorcière, quand même, elle a un rôle Assez prégnant. joué par Anatta et, Joy, un rôle central quand même. tout hein. à fait, et rôle central, parce que justement, celle qui resitue la quête, ce côté un peu donjon et dragon, ce côté très RPG que j'ai ressenti à mort, elle le resitue, et qui n'est pas dérangeant. Hein. Vraiment, ça, je tiens à souligner que c'est pas, ça m'a pas fait sortir ce côté RPG qui vient et qui pop au milieu de nulle part. Mais par exemple, la fameuse scène où il va récupérer son glaive, enfin son épée. Drod. J'essaie de faire le nom à la... T'es tout seul là. Le nom de l'épée? Ouais, le nom de l'épée. Aucune idée. Pas que Drogdr, ou un truc comme ça. C'était écrit aucune idée dessus d'ailleurs. hein. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'il nous montre comment elle est craftée, l'épée. Ouais. Ça, c'est un petit côté. C'est là où je me suis dit, c'est Seigneur des Anneaux. Je me suis vu avec les Urukai Exact. où ils craftent, où ils forgent leurs épées. Mais c'est bien ces petites scènes-là, ça ramène. Enfin, le film est tout le temps dans une ambiance un peu crasseuse, comme ça, boueuse, sale. C'est très cohérent. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le nom de Thor Björnsson? Absolument pas. Mais Non. ça devrait. Oui, parce que c'est l'homme le plus fort. Ah, c'est celui de Game of Thrones. Ouais, C'est la exactement. montagne. Ouais. Et quand j'ai vu qu'ils étaient en Islande, je fais bon, il va apparaître à un moment donné. Ah, c'est lui. Et dans- Vlatipa, Ouais. il apparaît à un moment donné. Dans Est-ce que le- vous voyez où? Oui, la scène de scène. foot, la scène de foot. Et ça, c'est vrai. La scène de jeu, La scène- le gars qui reste debout face au héros principal. Ça, c'est les débuts du Ils foot. lui ont en mis fait. des longs cheveux, mais c'est lui. c'est Thor Björnsson qui joue effectivement la La grosse brute à la fin. la grosse qui, brute dans qui a- Game of Thrones qui pète La la tête à Pedro Pascal. de Pedro Pascal. Mais vous n'avez pas rebondi sur le fantastique, bordel. Mais oui. J'essaie de Mais non, vous mais c'est tendre marrant. des perches là en tant que MC. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de film, c'est qu'il y a un parti pris Pardon. total en fait par rapport à la magie où il te l'envoie à 1000%. Quoi. Tu vois, quand il C'est- récupère le glaive, et, il se bat contre le squelette. Ah, tu parles à ce moment-là. C'est ça, c'est pour ça que je voulais vous emmener Mais là-dessus. moi, ce que j'ai trouvé intéressant et ce que je respecte beaucoup, c'est l'aspect que depuis le début, tout le côté mystique et le côté légendaire est toujours réservé à l'imagination des personnages. Et du coup, que ce soit l'apparition de la Valkyrie, le traitement de l'épée en elle-même, et tous ces éléments de trance sont jamais mis en avant comme des éléments réels qui se passent vraiment. Et j'ai eu peur pendant le combat avec l'ancien roi ou que sais-je qui a l'épée, qu'il déroge à cette règle et que finalement il n'y ait plus vraiment de règles sur l'aspect fantastique. Et en fait non, c'est à la fin du combat, c'est très très bien fait d'ailleurs, il se retourne, il regarde à droite, il y a un déplacement de caméra et on le retrouve au même endroit que quand il rentre dans la grotte. Et on comprend en fait que ce combat n'était que dans son imagination. T'es quoi. fantasmé. Ouais. Et ça, c'est tout bête, mais il arrive à le mettre de façon tellement subtile que tu y crois. Ouais. C'est comme tu complètement. dis, la séquence de la Valkyrie où en fait, à la fin, après être torturé par merde, j'ai oublié son nom, son oncle. Frognir. Frodon. Eh ben, il y a ce côté où il se fait enlever par les... Enfin, ses liens se font bouffer par les corbeaux et la Valkyrie Fjord. vient la chercher.
il y a ce plan mais magnifique d'Islande Ouais, où ouais, il est à cheval, et tu vois ce plan où elle galope, la Valkyrie galope, et elle saute une falaise. Et forcément, tu te dis, bon, bah, il s'est éclaté comme une merde. Et ben non, t'as ce côté où tu revois le cheval qui remonte. Heureusement, ils nous ont pas fait le coup des ailes comme on a rigolé dessus à la fin. Ouais, c'est Pas pas un un Pégase Pégase. qui sort de nulle part. Thor, quoi. Et t'as un gros plan sur le visage de la Valkyrie qui Saisissant. Ah, qui est prenant à fond, effectivement. Mais ce qui est magnifique aussi, c'est que c'est a priori, je suis presque sûr que ce n'est pas un cheval animé en 3D. C'est une capture d'un vrai cheval qui court. Et quand il continue à courir dans le ciel, tu vois un cheval blanc courir dans le ciel. Je pense que tu as raison. Ouais, effectivement. Et tu vois la différence quand c'est en 3D ou quand c'est faux. Et du coup, ça te donne... t'as envie d'y croire, en fait. Tu te dis, si j'avais une vision de ça, ce serait ça. Oui, c'est exactement ça. C'est pas une cinématique de jeu vidéo, quoi. Tu résumes parfaitement, je trouve. C'est exactement. Il y a une réalité dans la bête, dans le rendu, avec ce côté irréel en plus des paysages islandais qui, là où tu sens, ce sont des vrais paysages. Tu as un vrai travail d'incrustation qui est intelligent. Ouais, tout à fait d'accord. Et pour continuer sur la magie, vous avez pensé quoi de ces scènes un peu, par exemple la scène avec la tête de Willem Dafoe arrachée? Génial. Elle est quand même génial. Hein. Mais on en parlait tout à l'heure dans la voiture en venant. Il est quand même à la limite à chaque fois, je trouve, Robert Eggert, dans le traitement en fait de ces moments-là, de la caricature. Enfin, ça devient limite caricatural. Mais vu que c'est premier degré et que depuis ça fait 1 heure en fait qu'il est déjà en train de te mettre en condition pour son film. Tu prends, ouais. Parce que la scène où il rentre en transe, et tu vois là, le mec, c'est un peu what the fuck. Et en fait, là, gros plan sur la tête morte de Willem Dafoe, et là, t'es captivé. Tout de suite. Et tu comprends, et tu rentres dedans, en fait, tu assumes. Et même avant, au tout début, quand on voit vraiment Willem Dafoe en tant que sorcier du roi. Alors, la première apparition, c'est en tant que bouffon. Hein. Oui, bouffon. Avec sa grande tige en fer. Ouais, hein. avec sa grande tige. Mais quand on découvre sa gueule vraiment, parce que en tant que bouffon, on le voit très peu. Tu l'avais pas reconnu d'ailleurs, toi. Non, vraiment pas du tout au début. Et là, tu as ce côté hyper premier degré où il y a Ethan Hawke et son fils qui sont en train d'être à 4 pattes, à moitié cul nu, en train de hurler comme des loups et faire les chiens. Tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est que même ça, j'imagine, c'était tellement compliqué à tourner parce que tu te dis, mais pour la petite histoire, preuve encore que le jeu d'acteur est bon. Hein, mais pour la petite histoire, Robert Eggert, en interview, effectivement, on lui demandait mais comment est-ce que vous avez fait pour tourner cette scène-là, et il expliquait que quand on a des grands acteurs comme Ethan Hawke et Willem Dafoe, en fait, ça roule, quoi. À tout moment où tu arrives à installer un climat de confiance entre le réal et les acteurs. Et puis, il précisait aussi que Ethan Hawke et Willem Dafoe, c'est des acteurs de théâtre, au premier lieu, quoi. Ouais. C'est des gens de la scène, quoi. C'est pas des acteurs de cinéma. Du théâtre. Et on y revient, quoi. Et c'est des gens, en fait, quand tu leur proposes ce genre de choses avec une crédibilité, enfin que ça tient la route, les mecs se donnent à fond, quoi. Ils y vont. Et pour Oscar Novak, ça doit être bien traumatisant. Perturbant, effectivement. Il y avait un aspect, je sais pas, en Belgique, on a cette tradition, en tout cas en Wallonie, des louveteaux et des scouts, avec notamment les baptêmes que j'ai fait, ouais. Ah. Et c'est un peu ce délire-là. Hein. C'est cette idée. Alors, on peut pas aller dans les détails, évidemment, mais effectivement, il y a cet aspect un peu du mystique. Tu as un totem d'animal et donc on te convainc que tu deviens cet animal et tu joues un rôle. Alors c'est très jeu de rôle, hein, tout ça. Ça reste bon enfant. Tu étais quoi, toi, chérie? Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais demander. Allez, blaireau. Allez. Non, en fait, moi j'avais fait les louveteaux où tu as un nom de loup dans le livre de la jungle, et moi j'étais Kamia, qui était un loup qui avait apparemment aidé Mowgli à s'en sortir d'une de ses aventures. Oh, le petit Kamia. Ouais. Et malheureusement, vu que j'ai vécu à l'étranger, les scouts, j'ai participé à plusieurs week-ends, mais j'ai jamais fait mon baptême vraiment. Donc j'ai jamais été vraiment un animal, contrairement à d'autres amis. Mais ils m'ont raconté un peu comment ça se passe. Mais bon, en vrai, ça m'a fait penser à ça, où on est autour d'un feu
et on rentre dans une sorte de transe où on accepte de jouer un rôle comme ça. Ouais, complètement. Bah écoute, j'ai fait 12 ans de scoutisme en France. Précise, j'ai pas eu du en tout. Alsace, je Ouais, précise. j'ai pas du tout eu de totem, mais par contre, les trans autour du feu, oui. Non, mais t'as eu de l'alcool, par contre. Oui, par contre, il y avait beaucoup d'alcool. C'est ça, quoi. Un peu trop Et d'ailleurs. d'autres substances. Totalement. Non légal, non. Même pas encore. Non, ah ouais non. Non, complètement pas. Attends, c'est le début où tu commences tout. C'est génial. Ah oui, non, d'accord. Donc, il y avait... Ouais, tout non, ça. il y avait, bien sûr, il y a à foison. Et t'as Pardon. bu à 4 pattes dans une gamelle remplie d'LSD ou t'as... Je laisse ça en suspens. D'accord, Je laisse ok. ça en suspens. Et pour avancer au troisième acte, comment Ouais. vous avez vécu le grand twist finalement? Ah putain, mais Ah, il est dingue. Ouais, dingue. Moi, j'ai été très perturbé parce que je voulais même pas y croire, en fait. Oui, Ouais. parce que- Comme je te Moi disais, aussi. je n'y croyais Je pas. m'attendais au fait qu'elle jouait un rôle. donc ou... Nicole Ouais, Kidman, ouais. qui joue la mère de Alexander Skarsgård, du coup, ben en fait, C'est une horrible personne. voilà, re-switch. La en fait, reine Gudrun. voilà, Durum qui, C'est une ancienne esclave. qui est une ancienne Exact, esclave, en fait, voilà, qui effectivement. apprend ça que justement elle n'a pas de sang royal à la base, et qu'en fait, elle, quand Alexander Skarsgård la revoit, pense justement la sauver, parce que en fait, il a 3 phrases magiques qui le tiennent dans sa vengeance, c'est I will avenge my father. on va venger sa I will save my son- mother. Voilà. I Et- will kill Fulnir. Fulnir. Bah, du Non, coup, il faut que ça rime avec... Fjornir. Fulnir. Faut le dire. Donc voilà, et en fait, quand nous, en tant que spectateurs, on était tellement lancés sur ces 3 phrases Cette où il quête, arrive- quoi. Ouais. cette quête, machin, on se dit, ah bah ça y est, il va aller pécho sa mère, et qu'en fait là, Robert Eggers Littéralement. te prend Et directement. pour le coup, c'est elle qui l'a pécho. Ouais, là, c'est l'inverse. Là, on a un côté hyper Désolé. oedipien qui vient se mettre et se greffer, Qui est peut-être dans Hamlet. Ouais, ça, on a notre connaissance. et très limité dans les livres de Désolé. théâtre. Dans Mais, les livres tout court. Mais du coup, Dans les quoi mais ce qui est génial, c'est que justement, on est pris complètement à l'envers et qu'en fait, elle est en train de faire un discours totalement inverse en disant, bah, en fait, en gros, bah, ton père, le roi, m'a violé, il m'a fait de force. Non, ça, j'ai c'est The jamais Last aimé. Duel, ça, tu C'est confonds. C'est The Last Duel, c'est pas la même Oui, il y a- Non, c'est vrai, elle dit pas. Elle dit pas. Elle dit pas qu'elle qu'elle était- elle dit pas qu'elle était c'est juste amoureuse. que- non, elle, mais- dit qu'elle a toujours vomi son père, qu'elle l'a Oui, mais jamais bon, ça veut aimé. pas dire Oui, parce qu'il avait pas de considération pour elle. Elle n'avait pas de consentement sexuel. Hein, Oui, on est non, bien d'accord. Non, bien Ouais, sûr. non, mais ça, il nous le montre avant, effectivement, dans cette scène. Mais tu ne le comprends pas, t'as l'impression qu'elle est dévouée à son mari, effectivement, bon. Pourrait... C'est le Mais point, elle est- c'est elle le est- point de vue, c'est comme dans le Last Duel, c'est le point de vue qui est différent. Tu vois, c'est J'ai on est pensé du à point de Last vue Duel du aussi. gamin. Ce moment-là, j'ai pensé à Last Duel. Ah, Après, c'est ça qui est Une intéressant, c'est que perspective. d'abord, en fait, tu crois un peu, elle est tellement convaincante que tu y crois d'abord à son interprétation, c'est-à-dire que tu renverses la situation et tu dis, mais en fait, oui, ça a du sens. Mm. Le roi d'origine, Ethan Hawke, était horrible. Elle s'est fait forcer, effectivement, potentiellement violée quand elle était esclave et elle est devenue la reine de force. Elle n'a jamais voulu son premier fils avec lui. Et le bâtard, donc Fjolnir, était le sauveur le prince charmant qui l'a sauvé des griffes de l'ancien roi. Et du coup, au début, tu te dis, ah ouais, c'est possible que ça a du sens. Et Effectivement, en fait, ouais. après, et c'est ça qui est très très bien, et que là, tu t'engages vraiment dans le film. Et pour moi, c'est ça qui fait que le film devient vraiment bien. C'est que tu commences à douter de ce que tu crois et de toute l'histoire. Et tu commences à faire du yo-yo dans où tu places ta confiance dans les discours. Et dans un premier temps, Nicole Kidman est tellement convaincante que moi je me dis, mais oui, mais en fait, eux, ils sont paisibles, c'est des fermiers. c'est ce qu'ils recherchent. Potentiellement, c'est eux les gentils, tu vois. Ouais. Ouais, carrément. Effectivement, complètement. Mais après, tu te remémores le début. Tu te remémores ce que l'enfant a vu. Le fait, il a quand même massacré la moitié du village quand. Est-ce que sa Ouais, mère ouais, le ouais, dit exact. aussi. Et sa mère n'arrête pas d'être hyper choyée, son gamin. Tu le sens jamais au début du film. Ce passage-là, ce moment qu'elle, en fait, elle dit sa vérité, mais tu le vois jamais toi, parce que du point de vue du gamin, tu as l'impression qu'il est complètement désiré, que c'est le futur roi, et qu'elle l'aime à la folie. Mais c'est ça. Et du coup, après, oui, quand le roi est tué, il y a quand même des scènes de massacre dans le village. Et du coup, tu te dis, finalement,
la morale, c'est peut-être qu'il y a pas vraiment de gentils ou de méchants. C'est une civilisation où déjà l'esclavagisme est répandu, que ce soit du côté de l'ancien roi ou le bâtard, ça ne change pas. Le traitement de l'être humain n'est pas différent avant ou après. La vie humaine n'a aucun Non, et puis poids. C'est ça. Vraiment, Et quand puis- tu vois et puis qu'il y a un Du coup, il n'y a pas qui de meurt, notion machiavélien de le bon a été renversé par le méchant. Mais là où tu penses d'abord, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est là où tu penses d'abord qu'il y a un renversement et en fait le Fjolnir et l'ancienne reine Gudrun sont en fait les potentiels gentils qui voulaient juste se retrouver et fonder une nouvelle famille. Ben en fait non, eux ils reproduisent le même schéma où ils veulent avoir du pouvoir, où ils ont élevé 2 enfants horribles qui sont leurs Des enfants, détails. ils sont insupportables Mhm. et très très mal. Enfin, ils sont élevés pour être des tortionnaires. Sale gosse. Même si je trouve les deux gamins sont pas hyper bien gérés, enfin dans le sens qu'ils sont pas hyper présents. Le gamin, le bâtard de l'oncle de Fjord, Fjolnir. Fjolnir, et ben lui, il y a une tentative de le mettre en petit con quoi. Mais l'autre aussi. Hein. Oui, Mais l'autre pourquoi aussi, le petit con, bâtard vraiment. c'est pourquoi le bâtard Mais parce qu'il le présente au C'est début. pas le fils de Gudrun. C'est le fils qu'il a eu. Avant Gudrun. C'est le bébé qu'on voit au début. Parce que quand il Oui, le présente, il dit mon fils. C'est le premier fils. Oui. Ah, ouais, d'accord, ok. Et Oh, putain. le jeune fils qui meurt à la fin, il n'est pas encore né. Oui, mais du coup, lui est de l'union de Fjolnir, Et de Gudrun. et de Gudrun. Durum, Ouais. ouais. D'accord, c'est l'autre que vous dites le bâtard en fait. Ouais, Le bâtard, c'est le grand frère. C'est le grand C'est le frère, grand frère, d'accord, le- la tête à claque quoi. Ouais, voilà. Enfin, le Celui avec dessin. Mais les deux ont le même caractère. Hein. C'est juste Ah, que tu t'en rends l'autre est compte. plus jeune, mais et en même temps, il est aussi assoiffé de sang, le petit. Hein. Bah, tu t'en rends compte Ouais. assez Gunnar, rapidement. il s'appelle le Gunnar, petit, ouais. Mais ça qui est intéressant, c'est que justement, C'est Thorir et Thorir et Gunnar. Gunnar, Gunnar. voilà. Et mais ce qui est intéressant Ghana. et qui moi m'a un peu sorti, c'est que et en même temps dans la prophétie et le mythe qui était énoncé par Willem Dafoe, c'est que justement ou la sorcière, c'est la sorcière, qui fait que le bâtard, donc le frère, l'oncle qui tue son frère, le roi. Mhm. En fait, finalement, il se fait défoncer par le roi de Norvège et il perd tout son royaume et devient juste un bête éleveur de moutons. Ouais, effectivement, il n'y a pas de négociation. Bah, Effectivement, il devient se fait- un seigneur local, quoi. Oui, voilà, un seigneur. Oui, mais tu vois, son un jarl. Voilà, c'est le Ouais, mot. mais son jarl. fils, au Jarl. début, il y a quand même. J'aime bien cette présentation où au début, on le voit avec son fils, son plus jeune fils, aller planter des bouts de bois. Là, on ne sait pas trop Ouais. ce qu'ils font. Quoi. Et le petit passage de son fils en expliquant mais pourquoi est-ce qu'on fait ça. Parce qu'il faut que tu te fasses respecter par tes esclaves et tout ça. Et il explique, mais il n'y a personne qui nous regarde. Tu vois. En fait, tu comprends la misère totale dans ce village. Quoi. Tu comprends Mais- que c'est un roi de rien. C'est pas- Pacotille, de Mais c'est pacotille. de mais pacotille, c'est quoi. une belle scène qui montre aussi l'aspect non machiavélique, c'est-à-dire que le Fjolnir, il a des bonnes valeurs aussi. Complètement. Et il est full valeur. T'as raison. Dès Il ce est moment-là, full valeur, l'image en fait du traître et du frère assoiffé de pouvoir et de sang qui tue son autre frère, en 2 minutes, tout de suite, avant même la bascule Le avec twist, Nicole ouais. Kidman, déjà tu commences à, tu comprends pas, tu te poses des questions, tu Ouais. fais, ah, ils sont pas, ils ont l'air de s'aimer. Ouais. Et c'est On montré va à travers s'aimer. des petites scènes où tu sais, il voit à travers la porte, il les voit en train de, tu sais, on voit sa Mais femme en d'où- train de le coiffer, et lui pense vraiment qu'elle est maltraitée, il la rend comme une esclave. En fait, non, tu comprends par la suite. D'où que- la théorie qui est pas forcément mauvaise de JB par rapport à l'Asduel de la perception. Ouais, la C'est-à-dire que la c'est perspective. possible que le complètement. premier acte, ou en tout cas les premières scènes avec Hamlet jeune, soient traitées à travers les yeux d'Hamlet et pas forcément De façon objective. de façon objective. Mm. Mais et, oui, donc, et notamment cette fameuse scène où il n'y a pas de réponse d'ailleurs, où il voit sa mère pris sur les épaules de Fjolnir. Mais- Oui, enfin, qui il a- est jeté sur le cheval. Hein, sur le Non, cheval. non, Non, où non, il non, s- où non, il il sort a- du il- village avec il sa a mère kidnappé, quoi, sur il l'a ses kidnappé. épaules, Oui, je vois. où elle dit non, lâche-moi, tout ça. Bah, tu commences à te demander, est-ce qu'il l'a bien vu comme ça, ou est-ce que ça s'est pas passé Bah, c'est comme lui ça qui l'aurait interprété dans Est-ce ses qu'il l'aurait souvenirs, interprété comme ça effectivement, ouais, ouais. Mais en même temps, c'est ça qui est assez intéressant, c'est justement c'est cette histoire de point de vue et comme on en revient justement au fait qu'en fait finalement Nicole Kidman de Durum et Fjord Gudrun. ils sont Gudrun. Et Fjolnir. il faut le dire, voilà, pardon, désolé. L'amour. C'est en fait voilà, ils vivent une vie tout à fait la vengeance de l'autre connard, parce que justement le Skarsgård quand il va dans le bateau à la fin quand il part avec Anya Taylor-Joy,
il dit non, mais finalement, moi, je veux. J'avais un choix. La sorcière m'a donné un choix entre soit accomplir ma vengeance ou fonder une famille. Moi, je veux les deux. Et bon, après, il part à la nage, donc on a beaucoup rigolé par rapport à ça. Quel gourmand Mais ce Skarsgård. On sait très bien que quand il fait ce choix de la vengeance, et qu'il était prédestiné à ce choix de la vengeance, il va crever. Spoiler alert. Mais c'est un des thèmes de Hamlet. Hein, de C'est toute le façon. thème, voilà. C'est qu'il... La vengeance n'amène pas de rédemption, c'est la finalité de la vengeance, c'est la mort. C'est la mort, c'est tout simplement ça. Mais en même temps, c'est lui, en fait, le gros boulet. Et justement, ce point de vue qu'on pense être très objectif sur toute l'histoire de cette vengeance, mais en fait, elle est absolument pas du tout objective. C'est de la subjectivité de Robert Eggers qui nous amène à suivre cette vengeance aveugle qui mène qu'à une connerie, c'est la mort. Et parce qu'il a le parti pris dès le début aussi du film de suivre que le garçon, comme tu disais, justement, ce point de vue. Alors que, Ça- par exemple, ça Conan, commence- tu vois, Conan, c'est hyper objectif. T'as le point de vue de la caméra, c'est l'objectivité où Schwarzenegger est le héros. Point. C'est le spectateur omniscient. Voilà. Ouais. Là, effectivement, on est. Mais c'est super intéressant ce moment où, du coup, ça relance le film Ça complètement. bascule Quoi, le cette, film, ouais. qui arrive trop tard, je trouve. Ou- Ouais, qui arrive un peu tard. Ouais. Et vous avez pas cru que c'était de la magie quand elle commençait à parler comme ça, Nicole Kidman? Parce que là, elle Non, commence. toi, t'avais cette théorie. Raconte un Bah peu ce oui. que t'avais Moi, compris. j'ai pensé que c'était, je sais pas pourquoi, c'était Anna Taylor-Joy en fait qui c'était dans l'esprit, puisqu'elle le dit à un moment quand ils sont Avec les champis. Lui Donc, en fait, Olga, elle dit elle explique que toi tu brises les os en disant, en parlant à Skarsgård, toi tu brises les os des hommes avec ta force, moi je les brise par l'esprit. Oui, c'est vrai. Et c'était sa façon, c'est sa façon à elle de se battre. Et du coup, en fait, c'est à cette scène-là où il va voir sa mère. Mais en fait, c'est là que je tombe de très haut, c'est que le jeu en fait de Nicole Kidman est tellement, à ce moment-là, elle est forte, quoi. Elle est quand même, Très elle devient puissant, ouais. dingue, quoi. Là, tu vois la femme au début, tu vois la mère et la femme qui a l'air calme, apaisée, réfléchie, qui a l'air de savoir ce qu'elle fait et en même temps un peu triste. Tu sais pas, mais là encore, parce que c'est un point de vue face à Hamlet. Tout ce qu'on voit tout le temps de Nicole Kidman, c'est du point de vue de Hamlet. Ouais. Je l'ai bien dit là, hein, Hamlet. Ouais, carrément. quoi. Et tout est. Et quand elle prend la parole, quand elle décide de parler, quand on lui dit justement à ce moment, quand on lui permet de s'exprimer, là tu dis mais. Ou elle explose, hein, J'ai ou- rien, ouais, elle explose. Je peux enfin dire ma vérité Voilà. à mon premier. C'est horrible, c'est une vérité horrible à entendre pour. Qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui est pas dans le cliché qu'on a de Du ce fils conte de sauveur. fées. Ah ouais, non, mais quand on elle n'est lui pas dans dit la conte de fées. j'ai prié pour que tu meurs, en fait, quoi. C'est ça, quoi. Quand, Ouais. c'est moi qui ai demandé à ce que tu sois tué, quoi. Bâtard. Mais par contre, moi j'ai cru que quand elle l'a embrassé, le petit Oedipe peinard, moi je pensais qu'elle l'avait empoisonné. Ah ouais, Poison Ivy, mais c'est pas un Ouais, bordel, hein. moi j'ai cru que c'est pas. Non, c'est C'était- Uma c'était- Thurman. C'était il y a 2 mois. Et mais par contre non, Anya Taylor-Joy, Olga, elle dit par l'esprit, mais pour moi elle le fait en mettant des champignons hallucinogènes dans la soupe. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Ça, Oui, c'est il y a avec, les, l'esprit ça, c'est avec les physique gardes. et l'esprit mental. C'est avec les gardes. Mais il y a la scène du bateau quand lui décide d'aller retourner sur l'île pour se venger, pour accomplir sa vengeance. Tu la vois, À la la nage. scène est belle à un moment, elle se retourne, celle en pleure là, et Oui, elle oui, commence à En- appeler ses sœurs. Et En parlant d'Anya Taylor-Joy, il y a une super scène qui est filmée d'ailleurs avec beaucoup. Non, Jérémy, la scène avec dans la nuit là, où ils font l'amour. Scène hein. de sexe Non, non, ça c'est aussi. Oui, vraiment. où elle Non, montre, non. elle montre sa Tosha. Mais laissez-moi parler. On la voit pas. Le- Non, non, on ne voit rien. Ah non, Bah, c'est ça que j'ai trouvé. On voit une touffe de poils. On non, est, on est donc Mais si, on voit une grosse touffe de poils. depuis, et du depuis, sang. Sur la mousse, depuis qu'ils sont arrivés, il y Attention à a la mousse. Fjolnir qui a évidemment repéré Olga et qui compte la violer un soir et qui débarque donc dans dans les chambres. hein. voilà, dans les dortoirs des esclaves et qui demande à prendre du coup Olga. Et Olga se montre évidemment pas spécialement. Comment ok. ils utilisent le mot qu'utilisent les gardes, c'est non, son fils, récalcitrante. Voilà, Ouais. récalcitrante. Et là, il se meurt derrière. Et elle, Ouais, a, c'est et elle a cette idée de génie de montrer qu'elle est en période de règles. Donc elle soulève sa tunique et elle montre qu'elle a du sang. Et lui, dans un premier temps, il dit oh, un petit peu de sang, c'est Ouais, pas, ça ouais, qui va exact, me- c'est pas ça qui va m'embêter. Et elle décide de se frotter, de mettre du sang à elle sur son le visage et qu'il le répulse Ouais, et complètement. qu'il la sauve d'être. Temporairement. Et, oui, et qu'il je a trouvais fait. ça très très puissant. Et la façon dont c'est filmé, c'est aussi particulier parce que on rentre doucement
dans les dortoirs par la porte opposée et on ne rentre jamais vraiment. On est Mais, vraiment- mais en on est fait, distant. on est du point de vue, distant. on est du voyeur. point de vue d'Hamlet. Parce qu'en fait, il voit cette scène. Oui, c'est ça, Hamlet. ouais. On est à l'extérieur, on est comme si on était à la fenêtre en fait de ce dortoir à observer ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est bon, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours dans les Non, non, films. non. Sinon, t'aurais eu un gros plan. T'aurais eu un gros plan qui viendrait pointer. Oui, du non, doigt. non, mais Bah, il y même- aurait eu du face-to-face. ouais. Même cette idée-là, Un champ contre champ. souvent, bon là c'est pas forcément fort Hollywood, mais souvent Hollywood c'est le face à la menace du viol, la femme n'a aucune arme, aucune défense, et il faut forcément un homme pour le sauver, etc. Et là non, c'est quelqu'un qui, tu sens que c'est pas la première fois qu'elle est face à ce genre de situation. Exact. Et voilà, et c'est assez beau comment elle arrive à s'en sortir. Non, Ouais. les traitements des personnages féminins sont. J'allais juste rebondir sur le fait que de rester sur cette pudeur et des plans larges. Parce que Robert Eggers, pour moi, est un réalisateur de plans larges. Et tu Mhm. le sens. Ah, C'est comme Denis Villeneuve, il sait gérer les plans larges. Ouais. Et ils sont esthétiquement beaux. Et tu as ce côté un peu classique des films des années 50. Je pense au Peplum, tu vois, genre La chute de l'Empire romain. Ou Ben-Hur. Spartacus. Ou Spartacus un peu moins. Parce que c'est Il Kubrick y a du apporte... mouvement, non. Ouais, mais apporte un peu autre chose. Mais tu vois, typiquement dans Ben-Hur, Avec la NASA. non, ça Non. c'est Barry Lyndon. plus tard. Mais t'as ces- Faut que je t'as revoie le ces- film. T'as ces longs plans qui sont des mini plans séquences, mais ils sont en focale fixe et qui racontent des choses où tu vois les acteurs bouger, avoir une présence dans le lieu que tu perds justement avec des gros plans, avec un découpage beaucoup Et très plus, peu de coupes. très peu de coupes. C'est marrant ce dont tu parles, c'est un peu un mode qu'on retrouve aussi dans le cinéma de Hereditary, comment il s'appelle? Harry Astor. Ari Aster. Bah, Dans c'est la même Midsommar, génération. par exemple, Oui. tu as énormément de plans Oui, comme bah, ça, c'est dont la fameuse plus ou moins mêmes origines, même génération. le plan où on voit en fait ce tableau au début du film, en fait, Oui, qui va oui. te raconter Dans comme Midsommar. tu comprends à la fin en fait que tout le film est l'histoire est expliqué là, ouais. sur la tapisserie ou le dessin. Genre le qui est, tapisserie de Bayeux, tu vois, c'est Ouais. vraiment. D'ailleurs, on voit aussi des tapisseries. Hein, il reparle de Ouais, ça. ouais, mais plus en mode ornementation que vraiment. Mais t'as raison sur ces plans larges qui racontent beaucoup de choses, parfois de manière un petit peu tape à l'œil. Je pense- Exposition totale. Exposition forte, ouais. Je pense notamment au tout début, le plan vu de derrière des troupes du roi qui arrivent dans le village. Tu as le bâtard avec ses troupes fidèles derrière. qui arrive dans le plan et au lieu de suivre la ligne de l'armée, décide de dévier vers la gauche et donc sortir gauche cadre au lieu de suivre dans l'horizon l'entrée vers le village. Bon, Mais- il pourrait y avoir une petite musique derrière. Tin, tin, tin. Tu vois le truc un peu, la musique du méchant, du shérif de Nottingham. À ce moment-là, ça Mais aurait- j'ai pas compris parce que le roi lui dit quelque chose à ce moment-là, non? Non, c'est après, c'est Nicole Kidman qui fait remarquer qu'il n'est pas Parce là. que ton frère. D'ailleurs, avec le recul, maintenant Bah qu'on connaît non. Ah, bien l'histoire, sûr, on effectivement. comprend pourquoi elle demande où est ton frère, parce que c'est un peu le seul gars qui m'intéresse dans tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et tu repenses à son jeu, parce qu'elle est un peu bizarre au début. Mais c'est pour Quand, ça quand aussi. son fils entre et qu'elle est furieuse nerveuse, parce ouais. qu'il rentre sans prévenir et qu'elle dit oui mais mon papa est là, mon père est là, il est arrivé, elle a une réaction de pas vraiment de joie. C'est pas une réaction de mère qui est Ouais. contente. que Et elle son- n'a jamais de réaction très très affective avec son fils non plus. Et ça ne choque pas au début parce que tu penses pas, tu te dis C'est le bon, côté nordique, on se voilà, dit. côté nordique, machin. Mais avec le recul, tu comprends. Mais c'est marrant parce qu'il n'y aurait pas eu cette bascule, tu vois, tout ça, on l'aurait jamais, on l'aurait pas vu du tout. Tu l'aurais quoi. C'est accepté clair qu'on comme aurait, quelque on aurait chose de- accepté. Bon, C'était une la mère femme un peu d'un roi, froide, comme ça, à cette ouais. époque-là, Tout qui comme part la- souvent en bataille. Tout comme la bouffonnerie de Willem Dafoe, la C'est blague dingue. qu'il fait, et que le bâtard, enfin l'oncle, s'énerve en disant ouais mais tu manques de respect à ta reine. Ça a Ouais. du sens. Ouais, complètement, Carrément, ouais. en Non, fait, mais ça s'embrique total dans la troisième partie. Petite erreur d'exposition là aussi où c'est un petit peu mal géré où Ethan Hawke dit ne dis pas ça à mon bouffon qui est un long ami de longue date. ça, Tu c'est- sais bien que je le respecte beaucoup et qu'il a fait ça pour moi et machin. Oui, ça va l'exposition devant tout le monde, ça sert à rien, tout le monde est déjà au courant. Surtout après une grosse faute de. Enfin, c'est pas une grosse faute, mais il y a un énorme saut d'axe. Quoi Ah ouais. Il y a une énorme saut d'axe quand ils arrivent. Justement, on suit la caméra, on est de face où le roi arrive dans la. Non, enfin, il y a le super travelling que j'ai dit avant, j'ai raconté avant avec comme un tableau figé. Et après, ils arrivent donc du fond de droite vers la gauche, et après, on se retrouve carrément dans l'autre axe.
où en fait on voit justement le roi qui est d'un côté, et en fait, pour suivre la règle des 180 degrés, il aurait dû être de l'autre côté en fait. Donc déjà, on sent qu'il y a une... Et c'est pas voulu, tu crois? Bah, au début, j'ai tiqué parce qu'il y a ce côté saut d'axe, mais tout a une signification. Si ça a été fait, j'espère que c'est pas une erreur. Et je pense pas que ce soit une erreur. Parce que du coup, ça, c'est une espèce de renversement peut-être de pouvoir. Tu vois, qu'on croit que c'est lui le héros principal et qu'en fait, le personnage qui est central dans cette scène, c'est justement l'oncle, en fait. On te montre bien aussi son fils quand on lui montre. Oui, voilà, il y a le fait Oui, qu'il t'as qu'il vraiment monte devant tout le monde. En fait, Et- on essaie de te faire comprendre par l'image. fait, On essaie de te faire comprendre par l'image à ce moment-là, oui. On ne l'entendait pas. Mes oreilles Mon micro, mon micro. Non, oui, l'insistance de son enfant, en fait, quand il arrive lors de cette cérémonie, où tu comprends mieux après, effectivement, toute l'importance du cadrage, de la mise en chaque scène plan, sur ce ouais. personnage-là. Quoi. Que chaque plan a une signification, une valeur. D'ailleurs, Mais- oui. Ah non, moi je disais on t'a coupé justement par rapport à ça, mais tu partais sur une autre idée. Est-ce que tu te souviens de laquelle c'était? Non, j'allais juste reparler de la scène avant la mise à mort du père, où justement, là encore, à interprétation, quand son frère lui dit tu n'as jamais considéré, en fait. Il lui explique effectivement que c'est pas tant pour le. Enfin, en y réfléchissant, je me dis c'est pas tant pour le royaume. Effectivement, c'est la finalité de récupérer le royaume, mais c'est pas le premier argument qu'il donne, tu vois, en fait, avant de le tuer. C'est de se défendre. La non-considération, en fait, de son frère pour lui, en fait. Tu comprends, en fait, que le père, donc le roi, comment il s'appelait le roi Arvandil, avec du recul, tu te rends compte qu'il n'en avait rien à foutre de son frère, qu'il n'en avait rien à foutre. En fait, toute sa cour, tous ceux qui l'entourent. Il faut dire aucune qu'il considération. est un peu déjà un peu condamné en fait en termes de santé. En tout cas, c'est mis en avant le fait il l'a déjà dit, qu'il n'en a ouais. plus pour longtemps. Et peut-être qu'effectivement, le fait de vouloir mettre en avant son fils prêt à être roi aussi vite est lié à la peur et à la méfiance de son frère. Parce qu'il ne veut à aucun moment que le royaume lui soit donné. Et du coup... Et pourtant, il est étonné à la mise à mort. Ah ouais, Alors, ça le laisse frère- l'interprétation, Je effectivement. sais pas si c'est le jeu, mais le frère dit le frère dit oui. Ça, c'est encore le côté théâtral. J'ai eu un peu du mal. Tu n'as rien vu venir. Ton regard d'étonnement me confirme que Tu n'as rien que compris. tu n'avais pas compris. Ha, ha. Enfin, il y avait- mais Je suis ton père. est-ce qu'il est si étonné que ça? Non, parce qu'il accepte Il a la pas, mort. il a tu pas vois. l'air triste. Il a pas l'air Bah, il a déçu. quand même, il a 3 flèches, dont Parce une qu'il dans a- la il y a pas le coup gorge. classique de mon frère. Comment aurais pu imaginer? Voilà Mon ça. frère. Mon propre sang. Ouais, Que exact. machin, non, là, ouais, bah, si t'as intérêt à pas te louper, mon gars, parce que. Ouais, tu vas Mais morfler, par là, contre, c'est ces paroles sont dingues. Je trouve que là, les dialogues Ah oui, sont oui. juste hallucinants Ouais. sur le fait que tu dis ça, tu sais que tu vas crever, tu sors en gros, ok, tu me tues là maintenant, mais moi je suis immortel grâce à mon fils qui va te venger il le maudit, quoi. et qui, oui, une grosse malédiction. Et là, je trouve que les paroles. Mais après, moi, je me suis fait complètement avoir niveau empathie, où clairement, même si je savais qu'il allait se faire défoncer très vite et par son frère, c'était obvious. Voilà, Ouais, il ça, faut c'est bien vrai. lancer quelque chose au niveau de l'histoire, mais en même temps. J'avais cette empathie mais de dingue, tu Pour vois, Ethan sur Ethan Hawke, sur le roi, et j'étais pris quoi. Ouais, tu le sens noble un petit peu, comme Ouais, ça, ça- avec des valeurs. Mais en même temps, Après, c'est moi, je me suis fait avoir par le trailer où il montre il montre toute sa mort du roi Non, mais- Andville. Non, mais- Arvandil. En même temps, on est sur du Conan Un peu pur, elfique quoi. comme nom. C'est vrai. Ouais, c'est très elfique. Mais après, on est sur du Conan pur, tu vois. Ouais. On est dans le schéma du Conan. Et d'ailleurs, justement, je vais Ouais, revenir ouais. sur la référence de Conan. C'est que quand Conan se fait donc Conan. Quand sa famille se fait buter, il se fait enlever, il devient esclave. Et pour voir le temps qui passe, on le met, tu sais, il est devant une roue où il tourne sans but. Ouais. Cette roue, et le temps passe. Et donc, du coup, J'adore grâce ça. à des gros plans, en fait, la transformation physique se fait. Et on arrive sur Schwarzenegger qui tourne la roue. Là, on a le plan quand le gamin rame et qui dit ces trois phrases, où ce leitmotiv, où justement il se donne sa raison de vivre, c'est sa vengeance. Il faut dire à la jeunesse qu'il n'y a pas que ça comme leitmotiv dans la vie. Hein. Faut pas, Non, effectivement, faut pas non, se résumer clairement. à ça. Mais bon, ouais, rien que la morale du film, exactement.
Et moi, j'ai pensé qu'on allait se le revoir. Le plan d'après, après ça, le fait qu'il rame, c'est qu'on le voit lui, vieux, en train de ramer. Oui. Et en fait, on arrive à faire ce plan magique qu'on a décrit avant, où effectivement c'est un plan fixe, où tu as les dracars qui passent, et la caméra qui vient. Là, justement, je trouve ça intelligent parce que c'est comment dire, la référence qui est digérée, tu vois, de Conan et qui est remise parce que tous ceux qui vont voir Northman, la plupart, on va dire, enfin, plutôt dans l'autre sens, tous ceux qui ont vu Conan vont voir Northman. Ouais. Ouais, pour toi, c'est des films proches? Oui, carrément. Ok. Carrément, Conan, c'est la vengeance. Hein. Oui. Ah oui, oui. C'est, tu vois, tu changes juste les dieux. C'est Chrome pour Conan. C'est, Là, il y a et puis, Odin. je pense que Conan est hyper inspiré. Alors, j'oublie le nom de l'auteur de Conan, qui est quand même c'est méga vieux, hein, c'est début du siècle. Enfin, On peut dire le l'autre réel, siècle. quoi. Ouais. Comme on est des boomers, du coup. Non, potentiellement, c'est effectivement un peu le même folklore, on va dire, sans le côté viking. T'as de la peau de bête, t'as de l'épée un peu, t'as de la magie qui est là, mais en même temps, ici, t'as ce traitement hyper réaliste qui fait que voilà, c'est situé dans l'histoire, t'es en 900 ans après Jésus-Christ, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que on l'a dit plusieurs fois, le scénario tient sur un post-it dans son ensemble, en tout cas sur la partie pas intéressante. Et tu enlèves, il y a très peu de personnages féminins. Il y a principalement Gudru et La Olga. sorcière. Ouais, Olga. Et ce sont les deux personnages qui sont un peu hors du commun et qui sortent un peu des clichés et des personnages classiques. Et ce sont eux qui changent un peu le scénario et qui font les twists, en fait. Ah, Et ce sont les deux personnages les plus intéressants et les plus fascinants et les plus qui rendent le film vachement plus intéressant. Les deux, en fait, amènent le héros à changer, en fait. Alors, au final, non, mais à un temps, à changer, en fait, son objectif. C'est ça qui est beau, c'est que Olga arrive à changer, À le changer complètement. mais c'est trop tard. Parce Parce que je me mets à sa place. Et en fait, il décide donc à un moment d'abandonner Partir, sa vengeance et de partir, vivre une vraie vie. dans sa famille, où ça c'est en- Octavie, un truc comme ça. Ouais, en sais Octavie, ouais, Mais ouais. par contre, justement, comment vous avez trouvé ce moment où il choisit? Moi, je trouve que ça a été un peu Un peu rapide. rapide et mal amené. Mhm. Oh. Moi, je me suis quand même dit, ah putain, le gars, il abandonne sa vengeance en 2 secondes. Mais vas-y. Non, Parce mais- que- Ouais, en une scène, quoi. Ouais, mais parce qu'il y a toujours ce principe de la magie, en fait, qui est toujours révélatrice pour lui. Ces moments d'imagination, comme tu dis, en fait, qui lui apparaissent, à chaque fois, c'est des moments aussi déclic pour lui. Et à ce moment-là, il y a cette fameuse scène Mais que je moi, j'aime comprends bien. en même temps son choix parce que il réalise l'erreur qu'il a fait jusque-là, qui était de poursuivre sa vengeance, et il réalise le monde qu'il a créé pour sa descendance à cause de ses erreurs. Et il préfère réparer ses erreurs et potentiellement ne pas avoir cette vie avec elle et avec sa descendance que de potentiellement mettre avoir en- la chance de mettre en danger sa descendance. Sa descendance, ouais. Et du coup, c'est tout à fait louable de se dire, en fait non, je ne veux même pas qu'il y ait la possibilité que peut-être un jour il y ait cette... parce que voilà, le fils... Est-ce qu'il y avait vraiment possibilité mais de oui, parce qu'il y a vengeance? le fils de Oui, de Gunnar Fjolnir qui, À ce qui moment-là, allait ils grandir sont- et qui allait potentiellement revenir et puis plus c'est, tard. Bis Ah, repetita, ouais. quoi. Voilà, exactement. Et du coup, il veut arrêter pour de bon ce cercle vicieux pour que au moins Olga et sa descendance puissent vivre en paix, quoi. Mais ces femmes, en fait, lui amènent aussi, le ramènent aussi à son humanisme, en fait. Puisque là, sa fameuse scène sur le Drakkar où on découvre donc Hamlet, déjà, quand la caméra, en fait, se balade entre les différents esclaves, tu te rends compte qu'il n'est pas mis en avant, quoi. Il est vraiment là. Guerrier, où pas esclave à ce moment-là. il est guerrier, oui, effectivement, il est guerrier. Mais il est vraiment, il est pas mis comme déjà super, enfin comme héros, quoi. Tu devines pas. Moi, je l'avais même pas remarqué, en fait, quand la caméra commence un petit peu à se tourner vers lui dans des moments. Tu fais, ah oui, putain, il est là, quoi. Tu sais, il n'est vraiment
plus rien, et à part, limite, une bête. Enfin, la suite après du film nous montre à quel point il s'est transformé, il s'est complètement déshumanisé, et pour en oublier toutes les émotions, ce dont tu parlais justement tout à l'heure, quoi. Il a fait tout ce chemin pour pouvoir justement en arriver là. Et c'est ça. Et quand il retourne achever sa vengeance, ce n'est pas en étant le même homme. Non, mais il reprend son esprit. Ou d'ailleurs, il ne voulait pas tuer sa mère, ni son. Il le disait, les enfants, pas les ni enfants, son ni les demi-frère, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu folle cette scène. Ouais, très bien. Tu le vois pas venir et il se prend blindé de coups de couteau. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. C'est aussi une manière d'amener le fait qu'il est parce que même s'il allait tuer Fjolnir sans se faire avoir, il allait potentiellement mourir là quand même parce qu'il perd son sang, il est déjà complètement affaibli. Donc il accepte déjà qu'a priori voilà. Mais d'ailleurs il tire la gueule, enfin il tire la gueule, mais effectivement il est dans l'acceptation de la mort à partir du moment où son demi-frère le poignard de 40 coups de couteau je sais pas, il lui saute dessus. Il saute dessus, comme ça. C'est très visuel, c'est très podcast ce que je viens de faire. Et radiophonique. Radiophonique, merci. Et du coup, pour moi, il est déjà dans l'acceptation parce que, à partir du moment où il quitte le Drakkar, en fait, au moment où il quitte Taylor-Joy, où il va retrouver la berge, il sait qu'il va mourir. Là, c'est décidé, il va mourir. De toute façon, c'est le but, hein, c'est dans sa destinée. Mais elle est complètement. Vous avez pas trouvé dingue cette scène quand Fjolnir rentre dans la pièce lentement. Oui. Tu vois Hamlet qui est à bout, quoi. Tu te dis mais ils vont quand même pas se battre maintenant, ça va pas être. Enfin, ça serait logique. Et tu le vois lui qui regarde le corps de sa femme et le corps de son fils gisant par terre et les prendre et lui donner rendez-vous à la porte de Hell. Et l'autre qui est en face, à la porte de Hell. Et tu fais waouh, ok, d'accord, quoi. Mais c'est aussi un signe qu'il accepte la mort. S'il pensait encore pouvoir survivre, il l'aurait tué là, à ce moment-là. Ouais. Et le fait qu'il accepte de le retrouver à la porte de Hell, c'est un signe aussi de dire oui, mais en fait, voilà, je vais aller à mon destin jusqu'à la fin, c'est-à-dire le battre, le tuer aux côtés des flammes. Et du coup surtout c'est que pendant tout le film aussi on nous le dit, le père le dit aussi au début, c'est l'honneur c'est de mourir en fait sur le champ de bataille au combat, quoi. Donc mourir à ce moment-là effectivement n'aurait pas vraiment eu de sens. C'est même pour le père qui aurait pu le tuer facilement. Ça aurait été un combat. Oui, ça aurait été un combat. Ouais, mais complètement il est à bout, quoi. Hamlet à ce moment-là. Peut-être pas un combat d'honneur puisque c'est avec sa femme et son fils à leurs pieds, donc c'est peut-être pas le truc le plus honorable que tu peux imaginer. Mais tu sens les préceptes de leur fameuse religion où il faut qu'ils fassent comme une sorte de rituel avant de passer à la mort. Et donc pour terminer, juste un dernier point à soulever, c'est par rapport à la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce décor, ça vous a rappelé quelque chose en particulier? Star Wars. Oui. Ah oui. Effectivement. Épisode 3. C'était le petit côté too much pour moi. Le combat est bien filmé, c'est en plan large. Là, pour le coup, la chorégraphie est plutôt chouette. Ouais. Avec des jeux d'ombre et de lumière où ils sont vraiment en torse-poil et pas à poil, comme ce que tu as pensé, Lionel. Moi, j'ai vu des culs, donc pour moi, ils sont à poil. Hein. Ouais, ils sont potentiellement à poil, je sais pas. Potentiellement à poil. On vous laissera juge. Mais ouais, c'est un peu dommage parce que tu sens les nombreux layers de fumée et de cendres en post-prod par-dessus. Et du coup, il n'y a pas cet aspect très réel dans un vrai... C'est très Schwartz. Hein. Il y a vraiment la lave qui est derrière, qui illumine. C'est très studio, quoi. C'est très stylisé. Effectivement, on est plus... Là, tu n'as plus de plan large, en fait. Non. Tu n'as vraiment plus que des silhouettes qui se battent. Il n'y avait plus d'argent, là. Ouais, puis là, tu vois qu'il en chie quand même, notre héros. Ouais, là, mais elles sont lourdes, hein, les scènes de combat comme ça, elles sont pesantes. C'est très bien fait, les blessures là quand il t'as le bras, t'as l'impression qu'il va tomber, quoi, le bras. Il y a vraiment presque rien, quoi. T'as mal, quoi, vraiment. Tu sens les coups. Mais pour moi, j'ai l'impression quand même
pour la fin du film, t'as l'impression que les studios sont arrivés un peu à l'épaule de Gert en lui demandant bon ben t'as fait ton film, hein, il est très beau depuis le début et terminer tout là ça. maintenant. Ça serait bien que pour la fin tu fasses un truc qui tu vois genre plein des couleurs parce que cette fin, les couleurs que l'on a à la fin, cette lumière et tout ça, on l'a pas pendant tout le film en fait. Il n'y a pas de jaune. Ça détonne en fait Ouais. complètement quoi. C'est un climax quoi. Il a fait son En climax. fait, on est sur des couleurs non contrastées. Il y a très peu de enfin, étrangement, il y a pas beaucoup il y a beaucoup de dynamique dans l'image, mais il y a très peu de contraste. Mhm. Donc du coup, c'est c'est très fade. Et là, effectivement, il y a ce côté très saturé du jaune, du rouge, de la vie, qui va trancher avec l'arrivée au Valhalla, au Valhall, Valhall. comme ils disent, au Valhalla, par une Valkyrie qui l'amène dans cet halo bleuté qui Magnifique. représente scène, justement. d'ailleurs. Très beau. Très belle scène. Donc voilà. Bah écoutez, merci les gars. Merci. Bah, C'était un merci à plaisir, vous c'était également. chouette. Combien de temps ce coup-ci pour Non, je rigole. On arrive bientôt sur 2 heures. Ah putain, ça y est. Punaise. On arrivera un jour. En tout cas, un Pas dépassé, conseil c'est trop, pour la fin de Bravo. pour ce film, du coup, juste avant de finir. Bah, revoyez Conan, revoyez Valhalla Rising, revoyez 13e guerrier et voyez surtout Norseman. Ouais, et les 2-3 premières saisons de Vikings qui sont quand même très chouettes. Et il y a une série viking très humoristique sur Netflix, Ah oui. Norseman, tout simplement Norseman aussi, Ouais. mais c'est en mode LOL quoi. C'est vraiment, on est du côté Camelot où c'est des vikings branques quoi. Qui Bah, vraiment, avec un chef qui doit un peu gérer sa communauté, quoi. Voilà. Tu vois un peu Et il y a en un moment manager. excellent dans le premier épisode au tout début où en fait il y a effectivement un ancien qui meurt et il doit tirer une flèche enflammée dans la barque qui Ah s'envoie dans la rivière et en fait Oui, le oui, gars oui. il s'est pas visé et il galère comme un gars. Et ça a C'est dû une merde. forcément arriver, tu vois. C'est obligé, Carrément, quoi. ouais. C'est Donc, du sûr. coup, tu vois, et au final, le truc, c'est il part, la barque, elle s'enflamme pas. Donc, du coup, il se dit putain, mais merde, du coup, ça va maudire. En fait, à cause de la religion, la mythologie nordique, bah, du coup, le gars, en fait, il peut pas aller au Valhalla parce qu'il est pas enflammé. C'est clair. Non. Bon, je sens que l'heure est tardive, nous Il y a de la pèse. fatigue dans l'air. Donc, voilà. En tout cas, oui, allez voir Northman. C'est le genre de film qui mérite d'aller voir quand même. Ouais, qui mérite d'être analysé. D'être, ouais. Il y a pas mal de choses. Là où tu penses au début une histoire trop classique, trop prévisible, bah, il y a quand même des éléments de surprise et ouais, c'est chouette. Mais bon, Et une si très vous bonne nous- Nicole Kidman. Et c'est beau. Si vous nous écoutez maintenant, c'est que vous ne l'avez pas encore vu. Donc, non, c'est que vous l'avez déjà vu plutôt, ou que vous en foutez, et c'est bien dommage. Et pour le moment, au niveau du box-office, bah, il vient de sortir, donc il n'est pas trop, Voilà. pas trop haut. Mais en tout cas, au niveau des critiques, il cartonne. Super. Bah, on va Il cartonne en général. espérer Merci. tout ça. Merci à vous et à très bientôt. Peut-être l'arrivée dans ce podcast d'un personnage, d'un acteur que j'aime beaucoup, même énormément. Le prochain film Pour le prochain film, Ah, il faut voir parce qu'il y a aussi le dernier Sam Raimi qui va sortir Ouais. dans 2 semaines. Doctor Strange. Donc voilà, peut-être voilà. On verra bien. On verra. Ce sera surprise. Ou alors Allez, le merci dernier à vous. film français. Salut. Ciao.